Salut tout le monde et bienvenue à Deal avec, épisode avec mon chum Philippe Fémieux et j'étais tellement fébrile de le recevoir. Ouais. Exactement. Bon, avant, là, je me pogne tout de suite parce qu'à chaque fois, ça c'est tellement une joke, à chaque fois qu'on fait des intros, puis on veut pas les reprendre parce qu'on veut être intègre. C'est notre intégrité artistique. De quoi tu parles? Non, mais tabarnak, à chaque fois qu'on fait une intro, on oublie de pogner la chaîne YouTube. S'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne, à la chaîne YouTube Maxime Martin. Le Patreon aussi, Maxime Martin, où en plus, évidemment, d'avoir accès aux épisodes avant tout le monde, il y a aussi la Tribu à Max, qui est une autre forme de diffusion, pas une autre forme de diffusion, mais tu sais, c'est un autre, ça le dit, c'est la tribu, c'est là où on est capable de se rejoindre pour parler un peu plus de spiritualité, de dépassement, d'éventuels passages de ton futur livre, peut-être des passages de ton prochain spectacle. Futur prochain show, que je vois des lives. Anyway, c'est comme une relation plus intime avec moi-même. Dans la chambre à coucher de Max. Il faudra qu'on travaille sur cette style d'intro. Tout ça pour dire que j'étais content parce que, entre autres, Philippe m'a écrit. Ça faisait hyper longtemps qu'on s'était pas parlé. Je pense que la dernière fois qu'on s'était vu, c'était dans un corridor de Radio Cannes où je m'en allais faire une entrevue avec quelqu'un. C'est Félix qui est venu. C'est Philippe qui est venu à toi? Oh, mais reviens-en, Chris, pourquoi t'es si surpris que ça? Ben, je sais pas. Il m'a écrit en disant hey, je vais juste te dire que je tripe sur ton podcast, t'es dans mes préférés des découvertes de cette année. C'est 20 cool. T'as l'air sceptique. Je suis surpris. C'est bon. Je suis pas. Non, je sais que notre podcast est incroyable. C'est juste. Je suis surpris, en fait, que Philippe soit venu à toi, tu sais. Puis pourquoi? Ben, je sais pas. On est encore en train de se faire connaître. Tranquillement, mais sûrement, tu sais, notre podcast fait du chemin. Mais tu sais, comme que Philippe Fémieux, un grand gars de culture, tu sais, il écoute des avec, ça, je l'avais pas vu venir. Tu sais, je cherche un petit compliment à travers tout ce que tu viens de dire, j'en trouve absolument pas, hein. Tu le sais que... Mais je marche rien présentement, je vais juste dire je suis étonné, c'est tout. C'est juste ça. Ben, en tout cas, il l'a fait. Oui. Okay? Il m'a écrit. Ben, on le remercie. Bon. Il avait fait le tour. Oui. Non. Non, mais tu sais, je veux dire, non, mais tu sais, ce qui est beau à voir aussi de Philippe, tu sais, je veux dire, c'est un épicurien, je veux dire, je sais que c'est le mot qu'on utilise le plus. Je pense que ça a été le mot le plus utilisé depuis l'an 2000. Oui, depuis l'an 2000. Mais c'est Christian Régin qui l'a... Justement, tu parles de culture, puis tu sais, déjà à l'époque, si tu travailles à Musique Plus, moi, en partant, j'ai un coup de foot pour ce gars-là parce que... Puis il va en parler tantôt, c'est vraiment intéressant à quel point que, tu sais, oui, c'est un terrain de jeu pour bien du monde, mais en fait, tu pouvais avoir accès à tout, mais c'était surtout une sacrée bonne école si tu en savais comme du monde. Puis je pense que son éthique de travail, je suis pas en train de dire que les autres travaillaient pas, mais lui, il était comme ceinture noire de la préparation, d'aller loin, puis de tout ça. Fait que j'étais content de le voir. Évidemment, de se reparler de cette époque-là. Ah, man! Tu sais, c'est le fun un peu de nostalgie. C'est pas vivre dans le passé, c'est une nostalgie. Il y avait un côté de la génération X, de cette espèce d'éclosion, tu sais, de justement, tu sais, Musique Plus ici, MTV aux États-Unis, le grunge qui arrive, qui shake, esti, vraiment. Tu parlais complètement d'une époque dans les années 80-90 que... 90, pas 80. 90. Oh non, exactement. Puis tu sais, on a passé dans un trip de nostalgie, un trip d'histoire, en fait, à travers plein d'histoires à propos du monde de la musique. On a parlé de piratage. J'aurais jamais pensé qu'on avait parlé de piratage avec Philippe Fémieux, mais c'est cool. On a parlé de qui a amené. Mais ce que j'ai surtout aimé aussi, c'est qu'on a un beau débat aussi sur notre génération versus la nouvelle génération et le wokisme, si on peut dire, parce que c'est pas tous les Gen Z qui sont des woke non plus. Mais c'est là parce qu'on avait parlé avec Patrick Sénécal. Et là, évidemment, là, je fais l'intro, puis je sais pas, on sait jamais dans quel ordre qu'on va diffuser. Fait que ça se peut que Patrick s'en vienne comme ça se peut qu'on l'ait fait. Exactement, c'est ça. Mais on a la même discussion, puis c'est le fun parce que dans les deux cas, donc une bonne raison d'écouter les deux podcasts, c'est qu'on était littéralement dans deux points de vue différents. Qu'est-ce que c'était des beaux échanges? Deux très bonnes entrevues. Man. Honnêtement, tu sais, puis c'était une journée où on en avait tapé 3. Et Philippe, c'était le dernier. Puis, tu sais, il y a toujours une crainte quand on en fait 3 de dire elle va être où l'énergie. Mais, il est allé brasser à la cage. Non, mais sérieusement, je veux dire, c'était juste de la pure joie. Je me dis, on est parti d'ici avec un sourire d'enfant. Ouais. Puis on s'est dit, Crime Philippe, faut le réinviter. Comme Patrick, là, les deux, c'était comme, c'est des entrevues en deux parties. En fait, je pense que la saison 2 de Deal avec, ça va être juste 5 personnes qui vont revenir chacun. Votez pour le top 5. Voilà. Et voilà. Non, mais il y a du monde. Puis d'ailleurs, oui, il est temps qu'on commence. On l'a dit à de bien du monde. Oui. Puis on le dit avec sincérité et non juste parce que c'est la chose à dire. Et je vais prendre ça comme un compliment. Que le monde a du fun parce que quand je parle aux gens, quand je leur parle de peut-être revenir tout de suite en partant, c'est quand tu veux. Fait que, le retour de Sénécal, le retour de Philippe Fémieux, le retour de Ben Gagnon. Alors oui. Chris.
Ouais. Ah non, mais Cameron de Lille, regarde, de toute façon, il met le coup de sûr. Je suis une Philly, mais que j'ai besoin de me faire brosser à la cage. Ben oui. Exactement. Cameron, pour qu'on continue à rire de ta gueule, ben oui. Hey, je m'en suis bien sorti avec Cameron. Puis si jamais je vais prendre un petit down de point de vue estime de soi, whatever, Preach va être le gars pour... exactement, fait que... Preach, il faut qu'il fasse des conférences. Ça n'a pas de bon sens. Il est tellement bon. Il peut te booster comme ça se peut pas. En fait, je pense qu'il faudrait qu'il se parte une secte. Je pense qu'il Pour vrai, oui. Preach, il l'a déjà avec Abon Preach. Je veux dire, c'est pas plus secte mondiale que ça. 2 millions d'auditeurs. Je dirais communauté, disons, plus que secte, mais ils sont très présents pour lui. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on vient de plugger toute une gang de podcasts qu'on a fait. Fait que pour ceux qui découvrent des Lavec, voici un petit name dropping de toutes les autres qu'on a fait. Donc, hey, merci d'être là. On le rappelle, si vous avez l'occasion, clique sur la page, en fait sur la page YouTube, merci. Oui, merci de vous abonner. Et Patreon et tout. Et oui, bon, c'est assez les astuces blogs. Let's go avec Philippe Fémieux. Je sais que ça s'appelle Deal avec, on va brasser de la marde. C'est territorial, la politique. Tu fais plus de beatbox. J'ai jamais fait de beatbox. Es-tu vraiment en train de parler de ça? OK. Le podcast à qui, finalement, cette affaire-là? OK, je suis ça, c'est correct. C'est correct. J'invite des chums, là, fait que, tu sais, j'ai le goût de... Ding, 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 ding. Bienvenue dans mon monde, OK. C'est pour le making-of. Max Martin, directeur photo. Exactement. Let's go. Making-of de mon podcast avec Philippe. C'est parti l'enregistrement, en passant. Ça, évidemment, on part toujours un peu sournoisement. J'imagine bien. Ouais, j'aime pas ça, les débuts formels, j'aime pas ça. Puis là, c'est drôle parce qu'on s'est parlé, on s'est plus écrit, comme c'est maintenant les normes de société. Moi, je suis un fatigant qui appelle encore. Regarde, t'entends le rire? Ouais. Moi aussi, j'appelle. Des fois, j'appelle, puis c'est toujours drôle de voir comment la personne répond de l'autre bord parce qu'elle pense tout le temps que c'est une urgence. Allô? Ouais. Allô? Si l'humain me contacte, moi, l'autre humain, de vive voix, ça va être très... Là, tu parles, tu sais, puis t'échanges, puis à un moment donné, la personne a fait... Mais là, y avait-tu quelque chose? Ouais. Ben non, c'est un appel de courtoisie. OK. Un appel de courtoisie? Oui. Ben oui, je t'appelle pour savoir comment ça va. Ah. Mais calisse! Chris, tu me déranges pour ça? Non! Ben, je sais pas. Quasiment. Les enfants, je peux comprendre. Tu sais, moi, souvent, j'appelle, ma fille, ça répond pas, je reçois un texto 2 minutes après. Je te rappelle, whatever. Ouais. Vraiment, tu trouves pas que c'est plus simple de me répondre tout de suite. Tu sais que ça va être, tu sais. Tant qu'elle a le papa fatigant qui texte sa fille pour qu'elle appelle, tu sais, go. Ma fille, elle m'appelle, moi. Je sais pas si elle m'appelle parce qu'elle pense que ça je viens de cette génération-là, puis elle veut s'adapter, là. Mais, ouais, ma fille m'appelle, moi. Peux-tu appeler ma fille pour expliquer que c'est gentil d'appeler? On fera ça. Exactement. On fera ça. Moi, c'est les anniversaires qui me... Moi, là, j'ai pogné de quoi en esti quand ma mère, il y a quelques années, m'a texté « Bonne fête ». Ah ouais, c'est mince, J'ai fait sérieux, tu sais. C'est mince. Combien de fois tu m'as rappelé que t'as manqué de mourir à l'accouchement? Parce que, tu sais, c'est sûr que Maxime Martin, la mère de Maxime Martin, pour entrer Maxime Martin dans ce monde, il a fallu que ça soit compliqué. Quoi, t'avais une grosse tête quand t'es petit? Tu vois, j'ai voulu vite bifurquer, j'ai pas eu le temps, tu sais, comme... Ben, probablement. Et, mais ça a bien changé depuis. Non, oui! Mais je pense que mes premières paroles au médecin, c'est que si tu veux, toi, tabarnak. Mais c'est un peu flou, là. Ça va quand même à 53 ans, fait que... Mais non, quand j'ai reçu un texto de ma mère, si j'ai fait sérieux, mais ça, par contre, ça passe pas. Tu m'appelles. Les kids, je peux comprendre et tout ça, là, mais même avec mes chums, même affaire, les jeunes, je peux comprendre. Lui, oublie ça, là, c'est même chose. Ça a pas 30 ans, ça, c'est ça? 36, mais effectivement, je texte-moi, Chris. Ouais, exact. Dérange-moi pas que ta voix. Parce que mon après 3, je te texte, tu me textes, je te retexte, tu me retextes. On va y aller une dernière round, mais après ça, au 4e, c'est OK, tabarnak, on va se parler, là, s'il vous plaît, on peut-tu? Ouais. Ou moi, je fais souvent aussi, je fais... mon classique, c'est je texte pour pouvoir prendre un rendez-vous téléphonique. Parce que quand t'appelles ben ça, il y a tu vois le bon moment pour t'appeler, ouais. Si t'appelles comme ça, t'as une chance sur deux que les gens répondent pas, là. Mais, Chris, c'est vrai parce que je me suis abonné à quelque chose, je sais pas si t'es abonné, mais sur, puis encore une fois, je me souviens plus sur Instagram ou whatever, mais c'est tout, t'as eu du fun dans ta jeunesse si t'as fait telle affaire, puis ça ramène, il donnait à un moment donné comme 30 exemples de, ce qu'on a connu dans les années 80, on a le même âge à peu près, toi puis moi, je pense que je suis plus vieux que toi, moi 53. Bon, on a le même âge. Septembre? Décembre. Ah, fait que je suis plus vieux que toi de 2 mois. OK. Et... Est-ce que t'aimerais que je te vous voie?
Ben, t'es quand même à Radio-Can, c'est pas un peu incarné. Moi, mon fantasme en entrevue à Radio-Can, que ce soit télé ou radio, c'est toujours de forcer l'autre à essayer de me tutoyer. J'ai jamais mais il y en a maintenant. Maintenant, on a le droit. Maintenant, c'est au bon jugement. C'est au bon jugement. Au bon jugement. Avez-vous reçu un courriel qui disait au bon jugement après maintes considérations? C'est moi qui l'ai écrit dans le courriel, mais moi, j'ai interprété ça maintenant que c'est au bon jugement. Mais à Ici Musique, c'est presque tout le temps toi. Puis à Ici Première, il arrive des fois... Ça dépend. Il y en a qui aiment bien ça, le vous. Mais moi, je déteste. Moi, c'est justement ça me fait sentir vieux. Ouais. Mais tu sais pourquoi je pense qu'il y en a qui préservent le vous, hein? C'est parce que tu peux être plus virulent quand tu dis vous. Ah, ouais. Ouais. Comme toi, tu Au dis... contraire, mais tu dis allez donc chier. Ça me semble c'est moins dans ta face que va donc chier, non? Allez donc chier, monsieur. Plutôt que va donc chier, Chris. Ça fait plus officiel. Effectivement. Ben, c'est un peu enrobé. J'avoue que quand j'ai entendu dessus, je pense que ça serait Nicolas Ouellette qui avait dit dessus durant une de ses émissions la première fois à Radio-Canada. J'ai dit, oh mon Dieu, j'ai pogné de quoi. Ouais, il fait partie des premiers. Les rebelles. Les rebelles de Radio-Canada. Toi, t'as pas dû, j'imagine, dès qu'ils ont ouvert la porte, t'as sauté dedans. Là, ben oui, parce que des fois, c'est bizarre. Dans certains cas, c'est bizarre parce qu'il y en a qui savent que cette personne-là, tu travailles avec depuis 10, 15 ans, 20 ans, c'est ton complice, c'est ton ami, c'est ton partenaire. Ça fait bizarre. Ou même ma soeur, moi, des fois, ça arrive, chaque ma soeur. Ouais. Pour vous voyez ma soeur, tu sais. Donc, ben là, j'espère. C'est pour ça que je sais pas si c'était marqué au bon jugement dans le courriel, là, mais moi, j'y vais au bon jugement maintenant. Non, mais moi, ça m'a toujours fasciné. Je pensais pas qu'on allait en parler tout de suite parce que, tu sais, on s'échangeait sur quoi qu'on voulait parler. Puis, dans la dernière note que tu m'as envoyée, je sais pas, j'allais quasiment commencer avec ça par rapport à la TV ou tu veux qu'on fasse ça plus tard? À ta guise? Parce que j'allais dire... Tu sais, le switch de Musique Plus, ben, il y a eu des choses entre, mais de Musique Plus à Radio-Can, je trouve ça merveilleux. On parle de tu à vous. On parle, surtout que t'étais là à l'époque grunge, fait qu'on parle de fuck you à comment allez-vous, là, tu sais, je veux dire, c'est comme... Ça a été une grande transition, mais en même temps, tu sais, moi, tu sais, quand je t'entends, je veux dire, on sent la passion pour tout ce qui est nouveau, tout ce qui est découverte. Tu sais, tout ce qui est francophone, surtout aussi, on voit à quel point, c'est un gros contraste dans tout. Oui, il y a un grand écart qui est là, ça c'est sûr. Mais moi, je pense que quand j'ai grandi, mon éveil là, aux médias, ça a été la radio de Radio-Canada. Fait que jeune, là, 5, 6 ans, 7 ans, moi, je savais que c'est là que je voulais travailler. T'es-tu sérieux? Ben oui, 5, 6, 7, ma soeur aussi. Ma soeur avait 5 de plus que moi, là. Fait que elle aussi, quand elle avait 5, 6, 7, là, c'était clair. Nous, on écrivait des concepts d'émissions pour de boudiner tout, là. On écrivait les concepts, puis on enregistrait, on faisait des démos, tout ça. On était vraiment là-dedans, nous autres. Mais nos parents écoutaient beaucoup, Radio-Canada, presque exclusivement. Non, pas que, mais beaucoup. On écoutait Chaume aussi. On était à Mauricie. C'est très drôle, ça fait vraiment un mix de... Chaume, je pense à Musique Plus, Radio. Oui, c'est vrai, t'as raison. Deux mondes qui se rejoignent. Tu sais, Chaume, c'est le monde de la musique, là, tu sais. Une culture musicale forte, là, tu sais. Dans ce temps-là, c'est du Pink Floyd qui jouait, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est la contre-culture. Puis effectivement, la contre-culture, moi, ça a été Musique Plus. Ouais. Puis après ça, Radio-Canada, c'était vraiment, tu sais, la culture générale. Ça a été la culture générale, c'est l'ouverture vers le monde, c'est tout ça. Fait que moi, quand je suis arrivé à l'adolescence, je suis allé à l'ATM, puis tout ça, mais là, je savais bien que je ne vais pas pouvoir travailler à Radio-Canada parce que, tu sais, surtout pas à la radio, parce que, tu sais, ça prend beaucoup de culture générale, beaucoup d'expérience aussi, tu sais. Puis là, c'est là que Musique Plus a commencé à monter. Musique Plus, c'était avant 87. Moi, à ce moment-là, je suis ado. Quand j'ai 15, 16, 17, là, ça commence. T'es rentré à quel âge? Je suis rentré à 23 en 93. Okay. Fait que ça, c'était comme dans la deuxième batch. Il y avait notre première batch avant, là, avec Sonia, avec Talbot, avec Sarrazin, les ancêtres. Lourdes, tout ça. Les sages de Musique Plus. Ouais, tout ça. Fait que là, la première batch. Puis après ça, il y en a qui ont quitté. Sonia était à la TQS, Marie était à la Radio-Canada, Marie-Claude. Et puis là, après ça, moi, je suis rentré dans le deuxième batch. Puis, fait que c'est ça. Moi, je savais que... Puis c'est comme ça qu'on le disait à l'école. À l'époque, quand on disait que c'était une école. Puis je savais que je passais par là pour apprendre mon métier, pour ensuite travailler à Radio-Canada. Ouais, parce que c'était un peu comme... C'était pas vous laisser à vous-même, mais je veux dire, tout ce qui était montage, tout ce qui était... On faisait ça, on avait accès à tout. Exact. Ouais, c'est pas qu'on... En fait, oui, on peut dire ça de même qu'on est laissé à nous-mêmes, ou on peut aussi dire que c'était la méritocratie. C'est-à-dire que tout est là, le terrain de jeu, il est là, fais qu'est-ce que tu veux, puis score. Puis si tu scores, ça va être bon. Non, mais c'est extraordinaire, ça. Oui. Parce que justement, soit que tu surfes un peu sur le succès que t'as, puis tout ça, puis comme justement, il y en a qui ont fait des missions. Ça a tellement été un tremplin pour tellement de monde, tu sais. Puis, tu sais, t'es le deuxième qu'on reçoit de Musique Plus parce qu'on a eu Mike Gauthier. Ah ouais, c'est vrai que... Ouais, au début du tournage. Puis, tu sais, moi, écoute, tu sais, c'est... Et... Tu
sais, moi, je me souviens, Musique Plus, c'était... Même moi, je rêvais d'aller... Tu sais, quand je suis arrivé au Québec, en peu de temps, j'ai toujours choqué. T'es arrivé au Québec de où? De l'Ouest canadien. Moi, j'ai grandi... Je suis né au Québec, mais j'ai grandi dans l'Ouest canadien. J'arrivais du Manitoba. Puis, moi, je regardais... Je me souviens qu'il y avait Dennis Leary qui faisait quelque chose à MTV. Puis, je voulais proposer quelque chose similaire. On s'entend, c'était pas du plagiat ou c'était pas genre une réplique de ce qu'il faisait, mais tu sais, une espèce de in your face, dans ta face, attitude qui fitait avec la musique. Puis j'ai toujours hésité, puis après ça, quand j'ai vu, tout le monde arrivait là, mais tu sais, je parlais avec quelqu'un récemment qui disait la nouvelle génération veut le passer à Occupation Double, nous autres, on voulait être à Musique Plus. C'était des astis de rockstar. Ah oui, vraiment, parce que tu sais, il y avait aussi beaucoup moins de médias. Il n'y avait pas de médias sociaux non plus. Donc, nous autres, on avait le monopole de la musique. C'est ça, là, la vérité. Ouais. On avait le monopole de la découverte musicale. Pas de la musique, pardon, parce qu'il y avait des chaînes de radio quand même, mais qui jouaient un petit peu moins de la nouveauté que nous. Nous, on y allait sans nouveauté. Ben, tu sais, c'est 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Ben, en fait, oui, on jouait, dans ce temps-là, c'est des 8 heures. On loupait 3 fois le 8 heures. Ah oui, c'était ça? De 14 à 22 c'est pas 24 heures, mais je pensais pas que c'était aussi court que 8 heures. De 14 à 22. On était live de 14 à 22, puis on loupait ça 3 fois. Mais tu sais, ce que ça faisait dans ce temps-là, là, c'est que je me souviens très bien, là, on recevait, mettons, le nouveau vidéoclip de Pearl Jam, de Madonna, ou de, je sais pas, mais à l'époque, Possession Scène, d'Anne Bélanger, n'importe quoi. Puis là, on recevait la cassette, puis là, on allait en ondes, puis là, on brandissait la cassette, puis on disait, OK, on vient de recevoir le nouveau vidéoclip de Madonna, donc d'ici les 3 prochains jours, on va le diffuser. Puis là, le monde, qu'est-ce qu'il fait dans ce temps-là? Ben, ce que je faisais, moi, avant de travailler là, tu fais play record, man, parce que s'il faut aller travailler à l'école, whatever, tout machin, tu vas pas le manquer. Tu peux pas le manquer. Tu peux pas manquer ce vidéoclip-là parce que tout le monde en parle à ce moment-là. Puis, en plus, je me souviens, les cassettes VHS, au début, c'était 2 heures. Tu changeais la vitesse à partir de 2 à 4 ou 6, mais la qualité de l'image souffrait avec. Si tu achetais des plus longues durées, il était plus fragile. C'est ça, Ton tape pouvait péter aussi. Ah non. Puis après Qu'est-ce de belle époque, pareil. Ah ouais. C'est la fragilité de la vie. Ouais. Mais là, il faut que j'en parle. Mais tu sais, puis Max, ça m'étonne en fait que tu me parles de MTV, parce que moi, je veux parler aussi un peu du parallèle de Musique Plus puis Much. Je disais, Max, first things first, t'avais jamais voulu travailler à Much parce que toi, t'étais dans l'Ouest. Non, mais moi, j'ai commencé à faire de l'humour à 19. Ça faisait 1 an que je faisais ça. Après, je faisais 10 mois, j'ai gagné les auditions nationales juste pour rire qui m'ont emmené faire les finales ici au Club Soda, l'ancien Club Soda sur... t'as jamais passé par Much. Exact, non. Puis là, après ça... La récompense, j'avais gagné. Il y avait 2 gagnants, moi et François Morancy. Puis une partie de la récompense, c'était tu faisais ton premier gala. Puis là, ça a été un croisement de chemin. Parce que moi, je m'en allais aux États-Unis. Je m'en allais à Minneapolis. Daniel Berthiaume, qui était le goaler des Jets de Winnipeg, qui avait été échangé c'était encore les North Stars. Puis il me disait, Chris, viens. En tout cas, une longue histoire, parce que Minnesota va t'amener à Chicago. Je me sentais pas prêt pour New York ou Los Angeles. Fait que il dit, viens t'habiter chez nous, tu t'amuseras dans un club de Minnesota, c'est à côté de Winnipeg. Là. C'est à partir de là, puis finalement, en gagnant, j'ai décidé de m'en venir ici au Québec. Et je sais même pas pourquoi qu'on parle de ça, mais... Parce qu'il pose la question de savoir si c'était Much Music ou MTV. Fait que moi, je suis arrivé en 90, ça faisait pas longtemps. Puis tu sais, pour moi, déjà... J'ai souvent dit en entrevue qu'on va pas s'attarder là-dessus, mais tu sais, moi, Nirvana a pas juste changé mes goûts musicaux, mais aussi ma façon de penser puis de voir la vie. Moi, ça a été un éveil. La façon d'être insoumis? Ben, tout le grunge on dénonce, ça a été genre, OK, on a le droit de chialer. Ouais. Oui, parce que, tu sais, pour ceux qui sont pas dans cette génération-là, parce qu'on n'est pas si nombreux, là, parce qu'on est... Non, on est mais les X, là... un petit morceau de tarte dans le... Puis les X, nous autres, dans ce temps-là, cette époque-là à laquelle tu fais référence, donc fin 80, début 90, nous autres, là, le mot espoir n'existe même pas, là. Parce que nous autres, on pense qu'on va pas se trouver de job. Puis les boomers, à cette époque-là, ils sont vautrés dans leurs privilèges, ils veulent pas laisser aller leurs privilèges, puis ils nous le disent aussi, parce que, tu sais, on était dans l'époque des violences verbales quand même, là. Fait que, tu sais, toi, ta gueule, tu vas attendre ton tour, ben, nous autres, on a bâti ça, on est des bâtisseurs, puis toi, t'as rien fait encore, là. C'est tout le temps, moi, j'entendais ça, là, tout le temps, là. Je sais pas si toi, ça a été... Ben, je me souviens, j'oublierai jamais, c'était sur la revue Time. C'est Time ou Times? Il y a un S. Hein, The Times? Ouais. Et il y avait justement cette tarte-là. Le Time Magazine. Ouais, Time Magazine. Et qui disait, je vois bien vite, mettons, approximatif, c'était genre, en Amérique du Nord, il y avait 120 millions de boomers. La nouvelle génération qui était déjà, pas les milléniaux, mais, Y. Ah oui. Ouais, était déjà comme pas loin de 100 000.
il y avait comme 4 morceaux de tarte, et tout le monde était dans le 100 000, 120, 130, et Génération X, on était à 75 000. On a vraiment, nos parents n'ont pas eu énormément d'enfants. Non, c'est ça en plus. Ça a explosé démographiquement, là, c'était nouveau dans l'histoire. On était aussi la première génération à vivre la garde partagée. Ça a eu un les séparations. Maintenant, c'est une normalité, mais je pense que ça a beaucoup contribué à cette espèce de « fuck you », qui m'aime, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais. Tu sais, c'était pas aussi régularisé qu'aujourd'hui où maintenant tu vas devant, tu sais, oui, tout à fait, là. une semaine sur deux, une semaine chacun, whatever, on s'entend, l'école, tu sais, c'était la guerre, tabarnak, les premiers divorces. La médiation, tout ça, maintenant, c'est facile. Maintenant, c'est facile. Tu fais une séparation maintenant, là, en dedans de 6 semaines, t'as vendu les maisons, t'as vendu les autos, t'as vendu le patrimoine, tout est bien beau, tu repars à neuf. Ah oui! Mais c'est ça maintenant. Chose que chaque enfant de 8 ans a besoin de refaire sa vie. Puis on tente de passer, exact. Non, mais avant, vu que c'était pas balisé, effectivement, non, vu que c'était pas balisé, on n'a même pas les mots, le champ lexical n'était pas là, fait que les gens comprenaient pas, puis il y avait beaucoup de hargne qui montaient là-dedans. T'étais un des rares dans ta classe? Ouais, je pense que les premiers étaient ostracisés un peu, tu sais. Moi, dans ma classe, on était, à chaque année, mes parents sont divorcés, j'avais 2 ans et demi, fait il y avait une honte, là, qui venait avec ça, hein, c'est ça? Ben, pointage du doigt. Ouais, c'est ça, ouais. Hein, tes parents sont plus ensemble? Maintenant, c'est le contraire. Hein, tes parents sont ensemble? Ouais, c'est bien drôle. Ouais, exact. Ouais, ça doit être drôle. Fait que ça a beaucoup mené, selon moi, un peu à cette révolte-là que tu disais. Ben oui, c'est tout ça. C'est tout ça. Puis, tu sais, donc, on avait besoin d'avoir. Et c'est pour ça que cette musique-là est née. Donc, tu sais, ça, c'est un phénomène partout à travers l'Amérique du Nord, donc Canada, États-Unis. Puis, donc, c'est pour ça que la musique est née de ça, là. Puis nous autres, ben, on avait les oreilles bien prêtes pour ça. Puis on avait besoin d'avoir une voix parce que, finalement, la génération X, c'est une génération qui n'avait pas de voix. Non. Fait que, tu sais, les Nirvana et tout ça, Pearl Jam, Soundgarden, tout ça, sont venus donner justement. Oui, puis même du côté du rap, c'était la même affaire aussi. Tout le monde avait ces exemples qu'on pouvait suivre. On sortait des années 80, qui était vraiment l'époque éphémère des bandes, tu sais. Duran, Schlink, tu sais. Frankie Goes to Hollywood. J'avais déjà lu un article qui disait que Frankie Goes to Hollywood était les prochains Beatles. Fait, OK, non, ça passe. Oui, dans ça, on s'enflammait beaucoup. On a nommé 50 fucking bands qui ont vécu cette affaire-là. Fait que finalement, ça a été OK, il y a un véhicule, on peut sauter dedans puis voyager un peu pendant un bout, là. Mais c'était le début aussi, sur le plan de la musique, c'est le début aussi de, tu sais, justement, du caractère éphémère des carrières et tout ça, là, à cause de l'espace médiatique qui a grandi, la multiplication des canaux aussi. Ça fait en sorte que, tu sais, justement, il y a d'excitation, il y a du hype. Puis maintenant, ça retombe rapidement, tu sais, parce qu'il y avait beaucoup de hype dans ces années-là, tu sais. Ouais, mais... Puis c'était aussi l'année aussi où, la période, pardon, où il y avait beaucoup de signatures d'artistes, là. Avant, les compagnies signaient pas autant de groupes de bandes aussi, là. De groupes d'artistes et de bandes, là, tu sais. Et puis là, dans ces années-là, les années fin 80, début 90, là, c'était l'âge d'or. Ben non, c'était l'âge d'or des compagnies de disques, les 5 majors. Mais qui disait que, justement, on revient là-dessus, mais tu sais, quand ils ont signé... Nirvana puis Pearl Jam, Soundgarden, chaque vol vers Seattle avait un agent qui courait dans un bar quelconque pour essayer de voir s'il allait pas découvrir. C'est clair. Puis nous autres, c'est ça qu'on voyait d'ailleurs quand je travaillais à Musique Plus, là, 93 à 97, c'est qu'il y avait à ce moment-là, à toutes les semaines, il y avait un nouveau hit. Et ce nouveau hit-là, si tu avais juste un hit, c'était suffisant à cette époque-là pour qu'il y ait une compagnie de disques qui croit assez en toi pour t'envoyer en tournée partout à travers l'Amérique. Ils les mettaient dans un bus, dans un tour bus. Puis à ce moment-là, il y avait tout le réseau qui était installé, le réseau un petit peu à travers le réseau universitaire, les radios universitaires, puis propulsé par MTV, Much Music, Musique Plus, il arrivait chez nous. Nous autres, on n'était pas chanceux parce qu'on était vers la fin de la tournée. Donc le band avait tourné déjà depuis 3, 4, 5 mois, puis là-dedans, il y en avait qui n'avaient pas pris de douche encore. Fait que ça, c'était... ouais, ben là, écoute. Non, mais c'est vrai qu'on voyait... On va-tu dans le potin? Non, on va pas dans le potin. Mais on voyait tout ça quand même. Non, c'est vrai. Je le mets en boutade, là, mais c'est vrai que c'était ça. C'est une époque aussi où il y avait quand même pas mal de tristesse là, à travers ça. Ben, la musique on était une génération triste pour les mêmes raisons qu'on vient de dire. Puis Destroy aussi, excuse-moi, tristesse, le mot est pas assez fort. C'est destructif, c'était ça aussi, là, tu sais. Il y avait les drogues aussi, tu sais, il y avait les drogues, il y avait les héros venaient de faire, ben écoute, il y avait les héros qui tristement, le grunge a mis ça à mode. Les autres, ils débarquaient de l'autobus, on le voyait, là, ils se piquaient, là, parce que les autres, ils avaient perdu aussi leur repère, ils étaient jeunes, souvent, je généralise, OK? Mais c'est quand même des scénarios que j'ai vus des dizaines de fois. Des dizaines de fois. Ça. Avant de faire l'entrevue. Ouais. Avant de faire l'entrevue, je peux pas dire des dizaines de fois, mais je vais dire entre 5 et 10 fois. Avant l'entrevue, dans la place... Moi, j'arrive dans 10 minutes, puis... Dans la place sur le Route 209 Sainte-Catherine, ça, j'ai vu ça.
Mais les autres, ils le faisaient sans vergogne à cette époque-là. C'était ça. That was the name of the game, là. C'était correct, là. Écoute, il était ban. J'étais un ban, man. Ils ont parlé de moi dans le Spin. Ils ont parlé de moi dans le Rolling Stone. La semaine passée. Non, oui, moi aussi. J'étais la semaine passée à MTV. J'arrive de Toronto. J'étais à Much Music. Je suis big. Il y avait du monde qui nous attendait dans la rue. Il y a du monde qui nous attend dans la rue. Pourquoi l'Hôtel de Ville, Sainte-Catherine à Montréal? Mais je pense qu'on était une des générations les plus arrogantes. Je suis content de pas m'être piqué, moi. Et tabarnak! Je remercie l'esprit de mes ancêtres de façon régulière parce qu'on était là, nous autres, là. On était là. Mais justement, parlant de ça, tu voyais beaucoup de drogue parmi les bands, parmi la musique, mais tu sais, au niveau de la télévision, j'imagine qu'il y avait aussi de la drogue, je présume. Bon, on fumait du weed. On fumait du weed tout le temps. Ouais, j'imagine. Ah ouais? Tout le temps. C'est ça, tout le monde en fait. Ça sentait à moufette à Musique Plus. Tu l'as juste dit ouvertement qu'il payait pour aussi, mais... Fantastique. Mais... Moi, j'ai juste dit qu'il y en avait. Oui, effectivement. Moi, je suis content parce que je me souviens qu'un de mes chums... ça, parfait. Mon avocat, il dit c'est correct. OK. On est couvert? OK. Et Radio-Can aussi, t'as qu'à faire? Regarde, je l'ai dit à ma fille tantôt. Mais elle me texte aussi, par exemple, ma fille. Oh, ouais. Non, mais ma fille aussi. Ma fille. Ouais. Mais juste, excuse-moi, on est passé brièvement à côté, là, mais tu sais, je vais revenir sur la drogue, là. Je vais revenir sur Much. En fait, je vais revenir sur Toronto, sur Much Music, en fait. Quelle drogue? Le Much Music? Attends, garde ça en tête parce que c'est vrai que la coke était vraiment présente dans les années 70-80 avec le disco qui a commencé à lancer ça, mais je veux dire, ça venait de prendre une autre coche. Là, elle avait mauvaise presse. Héroïne et tout. Et elle avait mauvaise presse, la cocaïne était là, elle circulait là, dans les milieux de la musique des années 90, mais elle se faisait pas au vu au-dessus de tous. Non, mais c'était quasiment un chaser pour une shot d'héros. Je me souviens, c'est pas Slash. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, tu sais, genre... tu sais, t'as le poids principal qui est l'héros, puis t'as l'espèce de digestif qui était la coke. Tu me parles de Slash, tu veux une anecdote? Ben, s'il vous plaît. Parce que t'as deux compétitions. T'as Mike Gauthier et t'as Benoît Gagnon qui ont été les messieurs. Essaye de battre Benoît Gagnon, j'aimerais j'aimerais ça. Fait que là, un jour, je suis à Musique Plus, je fais une entrevue. Slash a un projet à un moment donné qui s'appelle Slash Snake Pit, OK? Donc, il est avec Guns N' Roses, mais il y a une pause, puis là, il fait des projets, puis là, il vient à Montréal, puis il vient, puis là, on fait une prestation, donc on fait 1 heure avec lui, 4-5 tonnes, entrevue, tout ça, pendant 1 heure de temps. Il est tout seul, là, il n'y a pas personne d'autre du band. Eric Dover, un des gars, je me souviens, l'autre gars, je me souviens pas. Donc, il était comme un trio. OK? Donc, il débarque à Musique Plus à midi pour faire le soundcheck. On est en onde à 14h. Débarque à midi. Beaucoup d'instruments. On parle de quelle année? Tout ça. Je te dirais peut-être 94 ou 95. OK, quand même. 94, 95 environ. Donc, là, il débarque. Soundcheck, place ses affaires, puis tout ça. Il arrive, lunettes fumées, chapeau, évidemment, cheveux d'en face, bouteille de Jack Daniels. Donc, place ses affaires. Il est super gentil. Bois sa bouteille de Jack Daniels, passe ses affaires. Mon réalisateur, à un moment donné, après comme 45 minutes, il vient me voir, il me dit là, la bouteille là, est rendue à moitié. Là, il a bu la moitié d'une bouteille de Jack Daniels, on est en onde dans 90 minutes, à 14h, on est en onde. Moi, je veux pas que ça pété quand on est en onde, là, faut que tu le contrôles. Pardon? Tu viens de me dire, moi, de contrôler Slash. Moi, je vais aller voir. Comment je fais ça? Monsieur Slash? Ben, ça avait été à Radio-Can, il aurait fallu que tu dises ça. Voudriez-vous, s'il vous plaît, arrêter de boire? Je sais pas comment faire ça, ce job-là, moi. Allez voir. Non, mais l'expression faux au lion, s'il vient de prendre tout son sens, là, je veux dire, boum! Bonne chance, le grand. Non, mais j'ai pas ça, maintenant. Il est correct, là. Il est fin, tout ça. Tout est bien beau, là. Il n'y a pas de trouble. Non, il vient me revoir, le réalisateur, une autre fois. Puis là, non, je te jure, faut que tu te contrôles, là. À 14h, je vois un gros show, là. Je veux pas qu'il soit pété, lui, tout ça. Je sais pas trop, là. Fait que là, je laisse ça aller, ça. À un moment donné, il part, il s'en va aux toilettes. La bouteille, elle reste là, sur le plateau. La bouteille, elle reste sur le plateau. Là, à un moment donné, je regarde ça. Je dis, mais non, descendre un 20 onces comme ça de Jack Daniel pendant 1 heure, c'est quelque chose quand même. J'ouvre la bouteille, je sais pas pourquoi j'ouvre la bouteille. Mais non! OK. Il n'y a pas d'alcool là-dedans. Tu m'étonnes. Moi, ça devait être du thé, genre quelque chose comme ça. Il se fallait que ça bouteille de Jack Daniel. Mais tu penses que c'était fait pour faire par exprès, pour genre, moi, faire bad tripper, ou tu penses que genre, j'ai une image de rockstar? Tout le personnage, là, tu sais, puis c'est beau, la bouteille. Mais je sais pas, j'ai jamais su. C'est-tu juste parce qu'il n'y a pas de gourde pour mettre son thé? Je sais pas. Ouais, parce que moi, quand je manque de gourde pour aller courir, je me prends des bouteilles de Jack. Tu devrais faire ça. Imagine, t'arrives au demi-marathon, toi. T'arrives au demi-marathon à la ligue avec une bouteille de Jack Daniel. Oh non, Maxime est tombé. Allez voir Maxime, dites-lui dès que ça marche pas. Puis tu sais, t'as de l'air straight en plus. C'est le stagiaire qu'il faut qu'il aille te voir pour te dire ça. Je sais pas comment vous dire ça, M. Martin. C'est pas une bonne idée, Jack Daniel, avant de partir pour la course. Mais c'est assez... Ah man, je te le dis. Puis là, tu viens d'ouvrir la porte. J'ai pas envie de la refermer, mais... Tu
je pense que c'est ça qu'on enviait. En tout cas, moi, quand je regardais Musique Plus, c'était la proximité. Combien de fois t'as fait « Wow, je peux pas croire que... » Ah ben oui, c'est sûr. Non, mais sérieux, tu sais, je veux dire... Tu devais te pincer souvent pour tes entrevues, là. Je me pinçais souvent. Je remercie ma mère aussi. Ma mère qui me ramenait tout le temps, ma soeur aussi, qui me ramenait tout le temps à avoir de la gratitude dans mon cœur. J'en ai eu moins à cette époque-là. La gratitude, du privilège que j'avais de travailler à Musique Plus. Ouais, mais t'es dedans. J'étais dedans, mais effectivement, tu sais, c'est sûr que quand ça arrivait, mettons, là, je suis en entrevue avec Alanis Morissette, le genre, là, c'est sûr que puis il se passe de quoi, tu sais, ça se passe, c'est le fun, l'entrevue se passe bien, les prestations sont bonnes, le public est content, ça part bien à la TV. C'est sûr que j'étais content d'être au centre de tout ça. Mais c'est drôle, on dirait que maintenant, j'ai quasiment plus de gratitude de l'avoir vécu à cette époque-là. C'est clair. Parce que ça allait vite aussi. C'est ce que j'allais dire, t'es dedans. Comment tu fais apprécier quand t'es dedans? Mais maintenant, là, tu vois, je suis capable d'être en pleine conscience puis d'apprécier le moment que j'ai avec toi. Là, je suis capable de prendre juste 2 secondes. Ouais. Pour avoir. Mais parce que. Oui, parce que Alanis Morissette, Maxime Martin, pour moi, c'est même phrase. Au niveau. Mais non, mais tu comprends. Juste slash, s'il te plaît, juste pour que moi aussi j'ai. Maxime Martin, Alanis Morissette. Pour moi, c'est. Ça serait la trip à 3 le plus fucking weird de l'histoire. Pourquoi moi, je suis pas là, moi? Ben, OK, on est rendu 4. C'est synergie. Mais, non, mais t'étais dedans, c'est sûr. Ouais. Parce qu'il y a une différence entre pas avoir de gratitude puis avoir une tête enflée. Moi, en tout cas, moi, pourquoi c'est la première fois qu'on s'est rencontrés? C'est dans ces années-là. Je faisais l'émission Taxi. Tu fréquentais une des réalisatrices de l'émission Taxi. J'ai oublié son nom. Ah, moi aussi. Ouais. C'est la première fois qu'on se rencontrait, puis on s'était comme croisé une couple de fois, puis j'ai jamais senti que t'avais la grosse tête. Ah non, je sais, si, Carole! Oui! Fait que c'est pas parce que t'as pas de gratitude que t'es forcément une tête enflée non plus. Le in-between existe, là, tu sais. Oh, moi, tu me sens... Moi, dès le début, je t'ai senti comme un des gars très focus. Tu sais ce que tu disais? Je pense qu'il y en a qui flottaient sur le terrain de jeu puis qui l'auraient pas fait, tu sais, c'est ça le but. Toi, t'avais l'air d'un gars en mission. Ouais. Ben, c'est, je te dirais, oui, j'étais en mission. Je te dirais que c'est à cause de mes parents, entre autres. Moi, c'est le système de valeurs. Le système de valeurs est assez clair pour moi, tu sais. Mes valeurs, les choses sont importantes. La spirale des priorités. Okay. Ça, c'est assez clair pour moi. La spirale des priorités. La priorité numéro 1. La priorité numéro 1. Tu sais, qu'est-ce qui est important? Comment préserver ça? La 1, la 2, la 3. Donc, tous les moves que je fais. Parce que, tu sais, aussi, ça, c'est des vies dans lesquelles, ben, cette vie-là, même ma vie d'aujourd'hui, tu sais, il y a beaucoup d'options, beaucoup de possibilités à tous les jours, des choses qu'on me propose, tu sais. Veux-tu faire ça? Veux-tu animer ça? Veux-tu faire ça? Veux-tu faire ce voyage-là? Veux-tu faire tout ça? Donc, on me propose des choses. Je peux pas tout faire. Donc, comment je fais le choix? Ben, c'était en lien avec la spirale des priorités. Ouais, il faudrait que je m'en reforme. Je m'en refasse ça. Ben, non, mais dans le sens que... Là, est-ce que tu t'estimes que ta vie est équilibrée? Ben, pas déséquilibrée. Bon. Ben, disons ça de même. Mm-hmm. Mais je suis sur un... Je suis en crise de 50 ans, je crois. Mm-hmm. Ben, d'une belle façon. Je la vis d'une façon douce. Mais, tu sais, j'en ai parlé, mais... J'improvise. Tu es heureux? Oui. Oui. Donc, je peux dire ça depuis une couple de mois. Okay. Et, mon Dieu, c'est un autre Daniel Grenier, je m'en finis par faire l'interview par l'invité. Ils se sont parlé avant l'entrevue. Exact. Excuse-moi. Non, mais c'est juste parce que... Non, mais j'aime ça, mais c'est un échange parce que, tu sais, c'est comme... Mais... Je suis pas en mode panique de, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire dans 6 mois, 1 an, j'ai des idées, tu sais, mais ça fait longtemps que j'ai pas... Tu sais, j'ai quand même été, tu sais, quasiment 6 ans à radio... 3 ans au retour, donc tu sais, lundi, vendredi, tac, tu sais ce que tu fais, tu sais, fait que puis là, depuis la fin de la pandémie, avec cette espèce de regain de OK, on peut, tu sais, il faut que j'aille voir la planète, tu sais. Mais oui, tu sais, comme j'arrive de la France, j'étais même pas seul dans la France, c'est Michel Grenier que j'ai invité au podcast qui m'a appelé pour me dire ah ouais, je suis libre telle journée, blablabla. Il dit hey, by the way, t'es-tu en France ce mois de juin? Je sais pourquoi. Il dit on fait sous-écoute. En dehors du Québec, la première fois, maintenant je le suis. J'étais pas sûr de venir. Puis là, Chris, tant qu'à faire, je vais aller faire le marathon de ah, OK. Puis, tu sais, pendant que j'étais en France, je l'ai raconté aussi, mais, tu sais, le vendredi, je faisais un show de relève pour le fun, pour aller travailler mon petit wording. Français? Ouais. Puis, devant 13 personnes. C'est la fille du Fridge qui est une chum, Colleen, que je salue. Elle dit, ouais, fais le show de la relève, ça va être drôle. Je passais sur l'autre show d'après.
Chris, il y a un producteur qui m'a vu, puis 24 heures plus tard, j'étais à Bordeaux devant 1000 personnes. J'ai lu cette publication-là sur Instagram. À ce stade-là, je plonge. J'étais très, très, très ému. Ça m'a vraiment touché. Pour vrai? Ben oui, parce que j'ai comme l'impression que cette cascade d'événements-là, j'ai l'impression que tu étais comme vraiment protégé parce qu'ils te protègent en haut. Je sais pas qui est ton Dieu, qui sont l'esprit de tes ancêtres. Là. Bon, finalement, quelqu'un qui croit à quelque chose, arrête! Non, mais là, on est rendu à podcast numéro 40, 45, je sais pas. Je pense que c'est AT43 croyant en 2. Je pense que si je fais les statistiques, si je fais les statistiques un peu des gens qu'on a reçus, un peu, ouais. Loin. Mais moi, c'est les personnes qui ont été proches de moi, qui sont plus là, puis qui me protègent. Puis je suis certain que c'est ce qu'ils font. Ben moi, je crois ils le font vite. Des fois, ils le font vite, là, man. Des fois, je me demande, là, bing, c'est comme une couple de jours. Mais c'est des signes simples. Je vais donner un autre exemple bien niaiseux. Tu sais, justement, au marathon, je me suis fait mal. C'est la première fois que j'ai une blessure. Elle n'est pas super grave, mais elle traîne. Puis, Dominique Carpin m'a proposé de faire les crinqués. Saison 2. Puis on trouve un défi en Gaspésie, blablabla. En tout cas. Puis je sais que j'ai une blessure, fait que j'en parle. Je sais pas ce que ça va donner. Puis en même temps, on m'offre un show à Québec la veille. En tout cas, j'ai fait fuck. Je peux-tu avoir un signe? Le lendemain, je suis allé courir malgré la blessure, une petite distance, parce que le médecin / coach m'ont dit va juste tester, puis ça va me donner une bonne image de. Et je pars ma montre. Ça fait 6 ans que j'ai ma montre. Elle est tout le temps sur course, nage ou vélo. C'est les 3 affaires que je fais. Je l'allume, c'est marqué trail running. Course de trail. Ce que je m'en vais faire pour Dominique. Elle a jamais en 6 ans été sur trail running. Et j'ai appelé, j'ai fait on laisse faire le show, je vais tout faire pour faire. Tu sais, j'écoute ces simples détails-là. C'est du freak, mais j'ai du fun en tabarnak. Ce qui est le fun dans la lucidité de la vie, c'est d'être à l'affût de ces signes-là. Les écouter, donner du temps pour les écouter. Ouais. C'est ça. Fait que, je suis dans une espèce de tu sais, comme ils disent en anglais, let's see where the chips may fall. Voyons ce que ça va m'amener. Je laisse le vent pousser dans la bonne direction. C'est drôle tantôt quand tu as parlé du fait que tu étais à la radio longtemps, là, comme 6 ans puis 3 ans dans les cadres différents. En fait, c'était 6 ans. Première année au retour, deuxième l'après-midi avec Claudine Prévost. C'était la troisième, il y avait changement d'administration, fait que c'était plus une mensuelle, puis après ça, 3 ans au retour. Mais ça, moi, ça fait plus de 10 ans que je fais la même case horaire. Ouais. Puis ça, en fait, ce que je tente de dire, c'est que j'imagine que la perte de repères, de ne pas être tout le temps dans la même case horaire, ça doit quand même être un peu étourdissant. Parce que moi, je fais du lundi au vendredi, je fais toujours la même chose. C'est quelque chose qui est un peu aliénant, mais il y a quelque chose qui est très, très rassurant aussi. Je sais quoi faire, comment le faire, quand le faire, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose qui est reposant aussi. C'est un métier où on aime avoir une forme de sécurité. Oui, bien c'est sûr. C'est sûr que le premier choc, c'était genre, je retombe travailleur autonome, mais en même temps, ça m'a botté le cul à créer le podcast, puis faire des choses, puis tu sais. Mais moi, ça a été surtout une urgence de vivre, de calé, j'ai 53 ans, il me reste encore bien des choses que je veux faire. La France, c'était quand même assez haut sur ma liste. Je sais pas ce que ça va... Mais tu sais, c'était comme... J'ai eu un moment de panique, j'ai eu peur de me réveiller à 60 ans, avec pas des regrets, mais... Chris, je peux plus faire ça. Fait que... Mais oui, c'est sûr que... Il y a un côté de moi à 50 ans que ça me fait chier de retrouver cette insécurité-là. Mais je me rends compte que ma zone de confort, moi, c'est la zone de danger. Puis même créativement aussi, je trouve que... T'es bon là-dedans. Ouais. T'es en survie. Mais je pense qu'on a chacun notre environnement dans lesquels on... Exactement. Ouais, je pense qu'on est des plantes qui poussent différemment à différents endroits, tu sais, fait que... Puis en même temps, tu fais 10 ans que tu fais ça, mais je veux dire, tu sais, je pense que t'es un gars plus carriériste que moi, mais je suis convaincu que tu es capable de trouver ta fraîcheur encore aujourd'hui, 10 ans plus tard. Clairement. Ben je pense que la seconde que tu me parais pas comme le genre de gars que tu t'emmerdes, va faire « Ouais, mais c'est crissement payant. » Non. Je fais d'autres projets aussi pour me stimuler. Donc, oui, je fais ma quotidienne à tous les jours, midi à 15, mais je fais d'autres projets qui viennent nourrir ça, vice-versa. Je fais aussi première aussi. Donc, moi, en fait, il faut juste que je me garde bien stimulé ici. Parce que si je suis pas bien stimulé ici, il va faire bien des niaiseries. Pas vrai? Ben oui. OK. Je pourrais faire des... Ben oui. OK. Non, mais je pourrais dire des niaiseries au monde. Je pourrais pas être gentil. Je pourrais boire trop d'alcool. Je pourrais faire passer d'espace. Si maintenant j'étais pas stimulé, moi, ça me ferait ça. Ouais. Je serais déprimé. Ben, ça prend toujours un élément déclencheur aussi. C'est ça. Fait que quand je suis stimulé, là tu sais, quand j'ai beaucoup de travail à faire, là, tu sais, c'est sûr que mon travail me demande de lire bien des livres, regarder des documentaires, tu sais, lire mes documents de recherche. Ça me stimule. Quand ça me stimule, ben, je niaise pas. Ouais, puis ça, c'est une autre affaire aussi. J'ai trouvé que t'avais ça inné en toi aussi. Ça paraissait même dans tes entrevues à Musique Plus. Je reviens là-dessus, mais j'aime ça. Oui. Mais, non, mais je te jure, tu sais,
Je m'ennuie du côté romantique de cette période-là. Je parle pas juste au point de vue musique, point de vue mode, au point de vue... Tu sais, je trouvais qu'il y avait un énorme clash entre des boomers et nous, là, tu sais, je veux dire. Les boomers, ben, tu sais, les boomers, c'était premier quand même à dire un peu « fuck you » la religion, éclatement de la famille. C'est pas vrai, je vais trouver la même place pendant 30 ans, même si j'aime pas ça. Mais ça, c'est notre premier espace médiatique, à nous. Musique Plus, à notre génération. Ouais. C'est les premiers. Nous, on avait. Avec une crise de liberté aussi. Ouais, les nouveaux codes. Donc, les nouveaux codes, là, sur le plan visuel, on se souvient, les gens qui ont voulu parodier la caméra de même. Ouais. Ben, caméra de même, tu sais que ça veut dire? Ça veut juste dire que je suis tanné de regarder de même. C'est tout ce que ça veut dire, tu sais. Puis les éclairages, puis tout ça. Puis ben, notre niveau de langage était différent. C'est la première fois qu'on avait un niveau de langage. Oui. Donc, un français correct, mais pas... Non, pas de si j'aurais, mais en même temps, si t'étais capable d'aller un peu plus trash. Puis c'était cette liberté-là qui faisait comme, tu sais, wow! Ouais. Puis moi, je la sentais, cette frustration-là, parce qu'en humour, on était hyper encadrés, parce que, tu sais, je veux dire, t'avais trois chaînes à l'époque. Ben oui. Radio-Can, TVA. Il y avait juste TQS qui était rebelle. Qui était révérencieux. Ouais, moi, j'ai jamais fait Adlib, j'ai jamais fait tout ce qui était... Non, tout ce qui était Radio-Can et TVA, jamais ou rarement. À part les gars-là juste pour rire qui diffusaient, puis en même temps, évidemment, on passait à travers mon texte. C'est pour ça que moi, une personne envers qui j'ai toujours été hyper reconnaissant, c'est Sonia Benezra. Parce qu'elle a été invitée à son show? Régulièrement. À Benezra? Ben oui. Puis elle était fine, puis c'était vraiment... Puis elle me permettait Sonia était fine? Oui. Ouais. Mais d'une façon, tu sais, sincère. Oui, c'est vraiment quelqu'un de transparent. Tu te sens toujours bien, là. Exact. Comme... Mais en fait, cette émission-là, c'est une de mes plus grandes anecdotes de vie ever. Et je vais la raconter dans le livre, mais... je passais à chaque semaine ou à chaque 2 semaines. Et je sais pas comment c'est venu sur le sujet, puis elle me dit... Je reçois Peter Frampton dans une couple de semaines. Je fais « Ah, c'est une gang, c'est tabarnak. Je suis en train de lire la biographie. Une des biographies des Stones qui avait été écrite par Ronnie Wood. » C'est-tu Wood? Ouais, en tout cas. Puis, il y avait une photo de Peter Frampton à 16 ans, dans le studio des Stones, déjà prodige de la guitare. En studio, là, je pense qu'il faisait du backup guitare, je sais pas trop quoi. En tout cas, parce que lui, il a été considéré, quand Brian Jones est mort, son nom avait été considéré pour remplacer Brian Jones. Fait que j'ai raconté ça, elle disait, je t'invite à l'émission, on prépare quelque chose là-dessus. Parfait. Moi, à l'époque, j'avais un pusher dans mon building. Le pusher de pote était dans mon building, puis c'était l'époque où le skunk venait de sortir. Oui. Puis ça portait bien son nom, la moufette. Moi, j'habitais dans un 1,5. Des fois, je laissais ça à la table, j'allais faire des courses quand je revenais. En sortant de l'ascenseur, l'étage chantait. Et on achetait un once, man. Pas une coupe de grammes, puis on splittait ça en 4. Un once, c'était 28 grammes, je pense. Ouais. Ah, c'est encore ça, maintenant. Oui, ils n'ont pas changé. Ah, c'est... Mais, et là, je m'envoie à TQS, j'ai ça dans mon... Je prends le métro, j'ai ça dans mon sac, le petit fucking wagon de métro, sans le temps. Ah oui! J'ai hâte de sortir, parce que, puis oublie ça, dans ce temps-là, c'est pas légal, puis fin de ma carrière, tu comprends-tu? C'est comme ça que je vois ça. Ouais. J'arrive à Musique Plus, j'ai hâte de rentrer... À Musique Plus, à TQS, j'ai hâte de rentrer dans ma loge. Là, je vais me faire maquiller, je reviens, la loge, sans... Mais sans, je capote. Puis là, le show commence, puis là, je suis sur le bord de monter, je peux pas laisser ça dans la loge, quelqu'un va me stouler ou quelqu'un va partir avec ou je capote ma vie, tu sais. Parce que je l'ai acheté pour, après ça, aller voir mes chums. Et j'ai un jean jacket. Et je mets les 28 grammes de fucking pot dans les poches de mon jean jacket. En onde. Oh oui. Oui. Et je fais un numéro à Sonia que j'adore. Les poches sont en train de crier à l'aide. Ah, man, c'est genre, les boutons sont sur le bord d'éclater. Et là, je finis mon numéro, puis j'ai juste hâte de finir pour descendre en bas, puis tu sais. Puis Frampton est déjà assis avec Sonia, puis fait que là, Sonia fait... Je finis mon numéro, puis je fais... Merci, bonsoir, Mr. Frampton, nice to meet you, bye-bye, assis. Ah! Et là, j'entends Sonia, non, Maxime Martin, ça se passera pas comme ça. Je sais que t'es un fan de Mr. Frampton, viens t'asseoir. J'ai fait, je peux pas croire mon fucking cauchemar en train de continuer. J'étais assis à côté de Frampton, et je raconte l'anecdote, puis je montre la photo, puis il me la signe. Il met l'autographe. Et là, une couple de questions, on jase, puis on part en break commercial, puis je fais fou. Puis le Frampton, il me jase, nanana, puis le mec me regarde, fait « By the way, you smell good. » Oui, le message est clair. C'est assez fucking magique. Ouais. Mais moi, je dois beaucoup à cette femme-là, parce que, honnêtement, elle a contribué un peu à ma popularité, parce qu'elle m'a donné la place, puis je pouvais être un peu plus rock à TQS que je pouvais ailleurs. Ouais, parce que c'était effectivement, c'est l'enfant terrible de la TV, là.
Ouais, ben exactement. Fait que... Mais j'ai l'impression, vous autres, quand vous êtes arrivés, cette génération-là aussi, toute la gang que tu as nommée vous ont pris sous votre... Tu vois, naïvement, qui pensent qu'il y avait... On est toujours un petit peu compétitif, mais j'ai l'impression que ceux qui ont ouvert la porte pour vous autres à Musique Plus vous ont aussi adopté en même temps. Ah ouais, c'est une famille. Ah, c'est une famille, là. Si tu as travaillé à Musique Plus, même si tu n'as pas été des mêmes époques, c'est une famille. Ouais. C'est une famille, puis faut dire aussi que, là où on est chanceux, c'est que, étant donné qu'on faisait beaucoup des corps de métier, on faisait, oui, du montage, des fois, tu pouvais animer, réaliser, il n'y avait pas de recherchiste, donc on faisait notre propre recherche. Ah ouais. Il n'y avait pas de maquilleur, on se maquillait, fait qu'on faisait beaucoup de choses, donc on apprenait beaucoup. C'était pas l'Internet, fait que la recherche, c'était quand même assez compliqué, là. C'était très compliqué. L'Internet est arrivé en 95 à Musique Plus, mais il y avait juste un poste Internet. Oh, ouais, là, on s'entend, là. À ce moment-là, donc, il n'y avait pas de vidéo. Il n'y avait pas vraiment d'audio non plus. Des fois, tu pouvais avoir un petit fichier audio, mais pas beaucoup. Donc, oui, la recherche, c'était assez compliqué quand même parce que ce que ça représentait, c'est à chaque semaine, c'est des magazines. On parlait de Spin. Tous les magazines, le Spin, le Rolling Stones, le Record aussi, ça, c'est les tournées. T'en sais-tu aussi les revues que t'envoyais aussi, un disque, un CD? Ouais. Puis t'avais comme des démos des prochains bands. C'est comme ça que j'ai découvert des Trippin' Daisies, puis des trucs comme ça. Ouais, ça, c'est les EPK, qui s'appelait Electronic Press Kit. Les compagnies de disques nous envoyaient ça. Fait que là-dessus, t'avais des bouts de tunes, puis il y avait des bios, puis ça. Fait que là, on lisait ça. Mais des fois, il fallait aller plus profondément sur une recherche, là. T'sais, donc ça, c'est ce que la compagnie de disques nous disait, ce qu'ils voulaient qu'on dise sur leur band, leur artiste. Mais mettons, là, t'arrives, l'histoire dont tu as parlé tantôt, là, mettons les Stones avec M. Frampton, puis tout ça, mettons, tu connais pas toute l'histoire, mais tu vas à la bibliothèque. T'as pas le choix, man. C'est boire. Tu vas à la bibliothèque, d'un livre. Des rangées, avec les petites cartes, là. Tu te souviens comment ça fonctionne? Ouais. Je me souviens plus, moi, mais... En tout cas, dans ce temps-là, je savais dans ce temps-là. Mais oui, c'est compliqué, là, quand même. Mais tu pars avec ton sac, tu vas à la bibliothèque, puis là, tu passes ta soirée là, man, à finir ta recherche. C'est des petits bouts de papier, c'était ça, là. Fait que, tu sais, on travaillait tout le temps aussi, là, tu sais. Mais... Qu'est-ce que je veux pas sentir comme le gars qui dit dans mon temps, mais en même temps, assumons-le, parce que, non, mais on est attaché à notre génération, on pense toujours que... Moi, je pense qu'on a le droit de dire ça. C'est juste que les gens disent dans mon temps, c'était meilleur. Non, mais il y a un côté que je trouve qu'on avait que... Il manque peut-être à la nouvelle génération. J'en avais parlé, je pense, avec Mike aussi, c'est l'attente. On suivait quand est-ce que le band allait sortir, l'album, on comptait les jours avant d'aller l'acheter. Oui, l'attente, oui. Il y avait un côté romantique aussi un peu à cette période-là, que c'est parti par la suite. J'appelle ça l'attente, j'appelle ça la rareté aussi. Parce que c'est la rareté qui crée le hype. Oui, parce que des fois, t'arrivais, je me souviens, moi, t'avais Sam the Record Man sur Sainte-Catherine. C'est la ligne les vendredis. Puis, oui, puis ça arrivait le samedi matin, ben, fait qu'il fallait t'attendre Puis il y avait ce côté-là, puis les sorties discographiques, il était annoncé, mais il était annoncé des fois 3 mois, 6 mois à l'avance, là. Donc, on l'attendait, là, vraiment, l'album, là. C'est comme ça que ça fonctionnait. Maintenant, il y en a qui annoncent sur leurs albums, mais des fois, ça sort là, tu sais. D'ailleurs, ça a été un petit peu brutal, la fois, là, quand on est arrivé en 95, quand ils ont installé, il y avait juste un poste branché sur le web, un ordi branché sur le web en 95. On était une centaine d'employés. Ça s'appelait la Webby. Elle s'appelait la Webby. Ah, mon Dieu, arc! Et dans pour vrai? Studio, ça s'appelait la Webby. Et tu pouvais pas placer de call pendant que tu prenais l'Internet, c'est ça le fait? On a eu plus d'appels dans ce temps-là, mais je pense qu'on était vraiment sur 26.6, là. Je pense pas qu'on était sur 77.7. C'était long. Je pense qu'on était sur 26. On perdait tous les deux. C'est les vitesses de... Même si tu me l'expliques. Je vais pas te l'expliquer, mais ça loadait pas vite. Mais quand même, quand on s'est loadé la première fois, c'est là que je me suis dit, oh, c'est plus nous qui avons le monopole de la musique. Et ça, c'est dans 95. Puis souviens-toi, 98, 99, ça part, Napster, tout ça, tout machin. C'est-tu si tôt que ça, Napster? Ben, il faudrait vérifier, là. Mais au tournant de l'année 2000, c'est fait, là. Ouais, c'est clair. Oh mon Dieu. En 2000. Il faut que je vous donne une anecdote juste à propos de Napster. Vas-y. OK, moi, Napster, c'est mon professeur de première secondaire en anglais. Et il nous a parlé de Napster juste tout brièvement comme ça, au point où est-ce qu'il a marqué l'adresse sur le tableau en gros. Il a dit, vous allez sur ce site-là, ben, en fait, vous allez télécharger et vous allez downloader de la musique et c'est gratuit. Et lui, il avait aucune notion que moralement et éthiquement, tu sais, voyons donc, Chris. Fait que secondaire 1, quelle année pour toi? Secondaire 1, donc on parle de début de... J'ai 36. 36, ça veut dire que tu as 12 ans. Ouais. Donc ça fait 20. Ouais. Et j'étais un des seuls à marquer... Et j'étais un des seuls à marquer, en fait, Napster.com sur mon agenda. 2 semaines plus tard, tout le monde avait Napster et tout le monde en avait. Moi, je trouvais ça triste parce que je me souviens aussi en même temps la marde que Metallica avait mangé en disant que Chris, tu sais... tout le monde disait, vos gars, vous êtes déjà millionnaires,
c'est comme pourquoi tu chiales si on prend tes tunes gratuitement, mais moi, en dehors de ça, moi, ce que je trouve qui était triste, c'est la suite des choses, c'est que ça nuit énormément aux nouveaux artistes. C'est sûr que ça a nuit pendant longtemps aux nouveaux artistes. Mais ça n'a permis de se faire connaître aussi. Maintenant, oui. On a eu un hostie de creux. Ouais, maintenant, on est dans une nouvelle réalité. Mais faut pas oublier non plus une des raisons pour laquelle tu dis tantôt que ton prof a donné comme ça l'adresse. Puis la raison pour laquelle on y allait, parce qu'on va se dire, si mettons, on se donne une image, c'est comme si on décide de casser la vitrine d'un magasin. Ouais. Mais peut-être pas casser la vitrine parce qu'on ne casse pas la vitrine, mais qu'on rentre dans le magasin, puis on prend les disques, puis on les met dans nos sacs sans payer. C'est ça qu'on a fait. Mais c'est le clip de Korn. Mais pourquoi on a fait ça? C'est le clip de Y'all Want a Single de Korn. C'est littéralement ça. C'est eux autres qui dénonçaient le piratage avec des jeunes qui volaient dans les magasins. On le fait là, sans être gêné. C'est parce que ça faisait une couple d'années quand même que les majors, donc les gens des compagnies de disques, abusaient des consommateurs comme nous autres. Oui. Parce que il y a eu donc l'âge d'or là, au début des années 90, et puis après ça, tranquillement, on s'est retrouvés, 95, 96, 97, où c'était la norme de sortir juste un bon single sur un album de 10, 12 tunes. Je rappelle que les albums, à ce moment-là, ils coûtaient quand même pas loin de 20$. Ouais. 20$ aujourd'hui, c'est beaucoup d'argent. Fait que là, on arrivait, nous autres, c'était beaucoup d'argent, le 20$, là. Tu sais, je veux dire, moi, je me souviens, là, que des fois, je n'avais pas d'argent pour m'acheter mes disques, là. Ça fait que c'est beaucoup d'argent. Là, on arrivait, on économisait. Puis là, des fois, c'est en haut de 20. Puis là, on savait pas qu'est-ce qu'il y avait sur l'album. Il y avait juste un single sur l'album. Fait que, tu sais, la raison pour laquelle on a fait ça aussi, on s'est rebellé contre l'industrie musicale. C'est sûr que les artistes ont payé, mais on s'est rebellé parce qu'on s'est fait fourrer pendant plusieurs années. Ouais. Ben, encore une fois, c'est le middleman qui a fourré tout le monde. Oui. Parce que, moi, je parle de ça parce que, tu sais, je dis, là, vous avez peut-être trouvé que je stretch un peu, là, mais dans le capitalisme, il faut faire attention jusqu'à quel point on abuse des consommateurs. Parce que quand on abuse des consommateurs, à un moment donné, il va y avoir une révolution. Puis il y a eu une révolution, entre autres, à cause de ça. Oui, parce que, tu sais, mettons un band comme Nirvana, pourquoi c'est mon seul exemple? OK, je vois... Soundgarden. Tragically Hip. Et mettons sur un album, quoi? Non? Bah, oui. Non, mais non. En tête. Non, mais j'y redécouvre ces temps-ci, c'est pour ça. Mais j'adore Tragically Hip. Ah, Chris, man. Ce qui est le fun, c'est que quand tu s'intonise chaume, t'as une chance sur deux de tomber sur une tourne de Tragically Hip. Non, mais écoute, puis moi, quand j'étais dans le studio en face, on n'en jouait jamais, fait qu'imagine, mais, tu sais, je veux dire, sur un album de 20$, un artiste faisait à peine 2$. Ouais. Fait qu'il use 18$. Mais back then, il faisait de l'argent en tournée. Oui, exactement. Puis l'avantage aussi... Non, mais il y avait quand même un 18$, tabarnak. Le cross, là, on s'entend, là. La raison que tu es capable de vendre quelque chose qui te rapporte 20$, tu sais, il y a pas... Être un distributeur n'est pas la chose la plus... Ça prend pas énormément de talent, faut que tu sois businessman. Oui, moi, te l'accordé, mais tabarnak, je veux dire... Point A, point B, artiste A, exactement, et blablabla. T'as même pas le 10e du talent de la personne qui t'a donné le produit que tu transportes, tu sais. Fait que c'est ça qui venait me fucking chercher. Fait que tu vois, j'avais jamais vu de même. Mais c'est une belle explication. Je dirais même aussi, tu sais, les compagnies de disques sont allés jusqu'à nous donner, parce que, tu sais, on nous avait vendu le CD comme étant la nouvelle révolution. Puis la raison pour laquelle il y a eu un boom comme ça aussi de production musicale, c'est pour vendre des CD, on s'entend. Puis dans le temps que les machines les CD players étaient 300-400$. Ça fallait sortir beaucoup de musique. On se rappelle que c'est les mêmes compagnies qui sortent le CD player, le CD et le produit musical. Donc, puis le CD, donc, on nous promet, c'est la meilleure affaire. C'était pas la meilleure affaire, pas en tout. D'une fois sur deux, même, quand tu l'écoutais, mettons, après 20 fois, il était égratigné, il fonctionnait plus. Puis sinon, t'allais au magasin, tu l'ouvrais, tu l'achetais, il te pétait des mains, il était flambant neuf, tu te mettais 20$, il te pétait des mains. Donc, c'est cet abus-là, hein, ça, faut s'en souvenir. On était abusés. Puis, tu sais, en plus, on était des Gen X, là. On n'avait pas un mot à dire, là. Donc, on nous écoutait pas, on se fait abuser. Ça faisait pas grand-chose qu'on dise « fuck you » non plus aussi. Fait que la combinaison des deux, on avait la mèche courte. On avait la mèche courte, mais c'était un contexte qui était pas facile aussi. Tantôt, on parlait de comment on s'est mal fait traiter la Gen X. Tout ce qui nous... Ben, pas tout ce qui nous restait, mais une des affaires qui était super importante pour nous, c'est la contre-culture et la musique. Puis à travers ça aussi, on s'est fait avoir, tu sais. Fait que, tu sais, c'est pour ça que j'aime ça, le ramener, ce contexte-là, parce que faut juste assurer, nous autres, nous qui avons les privilèges maintenant, faut juste s'assurer aussi de respecter dans le commerce de ce qu'on fait, les produits culturels. Faut s'assurer de respecter aussi les consommateurs. Faut le répéter. Non, mais tu sais, je veux dire, je veux pas, tu sais... Faut le répéter. Être sur une espèce de discours de doomsday, excusez-moi l'expression anglophone, tu sais, je me dis, mais Chris, man, on est en train de répéter les mêmes erreurs. Je sais, qu'on a reproché à nos parents. La conversation. Puis, puis tu sais, je veux dire, nos enfants, puis la génération woke, c'est ça...
Tu sais, je sais pas si on l'a utilisé ou on va l'utiliser, dans le sens que je sais pas dans quel ordre qu'on va le mettre, mais on a reçu Patrick Sénécal aujourd'hui, puis on parlait un peu de ça. Je veux dire, la beauté et la prétention de chaque génération de on va faire les choses différemment, elle est belle, elle est naïve, elle est fun à voir, tu sais. Par contre, on voit bien que le pattern, tu sais, ça remonte à... tu peux te permettre d'être révolutionnaire jusqu'à quoi? 25, 27 ans, mais en même temps, la plupart du monde tombe au combat, tombe du côté un peu conformiste de... je vais reprendre le sentier battu parce que... Je suis pas 100% d'accord avec toi. Je sais qu'il y a un embourgeoisement, puis il y a un confort qui vient avec... mais je parle même au point de vue environnemental, tu comprends-tu? Au point de vue environnemental, c'est sûr qu'on est moins pire que les boomers, là. Le sommes-nous tant que ça parce qu'on a sorti un bac de recyclage puis que Chris, on s'achète à tester du linge, c'est des fois tu sais, on n'a pas réglé les problèmes majeurs. On est moins pire quand même. On n'est pas capable de régler les problèmes. On n'est pas capable de changer parce que la table du capitalisme, c'est sûr. Exactement, parce que tu vois, tout le monde qui ont 50 ans, hommes et femmes, qui sont... Maintenant, notre génération est en position de pouvoir des grandes multinationales. Il part de là, le problème. Oui, mais il y a 30 ans, on parlait pas de ça dans les médias grand public. Il y avait... Tu sais, les gens qui parlaient de ça, c'était les gens de la gauche. On parlait d'altermondialisme. Donc, c'est vraiment la gauche. Maintenant, n'importe qui est middle of the road, qui n'est pas obligé d'être woke, pour savoir que maintenant, il y a des problématiques qui sont liées au réchauffement climatique, puisque tu as parlé justement de l'environnement. Ouais. Peut-être une des bonnes choses, c'est justement, je ne sais pas quand ça va diffuser, mais c'est automne. À la Saint-Jean. À la Saint-Jean, l'année passée, on s'est réveillé un dimanche matin au Québec. C'était épeurant, là. On avait une vision apocalyptique. Parce que quand on vit dans les milieux urbains, en ville, on est moins en contact avec comment la Terre réagit au réchauffement climatique. Non, ça habite en centre-ville de Montréal, tu vois un ciel orange, je pense qu'il y a un rave qui est parti sur Montréal. Mais là, tu sais, il y a des événements culturels, des événements sportifs qui ont été annulés. Maintenant, ça nous touche aussi. Ouais. Maintenant, ça touche le portefeuille aussi. Moi, mes amis qui organisent des pique-niques électroniques, il y a eu des conséquences économiques d'être obligés de reporter le pique-nique électronique. Ouais. Les gens qui organisent le triathlon, là, qui était censé avoir lieu, là, eux autres aussi, là, les compagnies d'assurance n'assurent pas ça, là. Exact. Donc, mais ça revient à ce que je te disais. On est en position de pouvoir. Toutes ces grandes... Tu sais, je ne vais pas toujours non plus pointer dans la même direction, mais tu sais, je veux dire, on sait, les multinationales, on sait c'est quoi derrière la source de ce qu'on envoie dans l'air. C'est des gens de notre génération qui sont en décision de faire une différence. C'est pas des gars de 70 ans qui sont forcément à la tête de ces industries-là. Est-ce qu'on a pris des décisions pour faire ces changements-là? Il y a des fonds environ, il y a des fonds verts. Et puis, est-ce que la prochaine génération... Je leur souhaite, parce que là, de toute façon, on sait que point de vue environnement, la solution encore plus de nous autres. Je te file, mais la raison pour laquelle je t'obstine, c'est juste parce que je me dis, juste pour continuer à brasser des idées, pour rester lucide sur les choix qu'on a à faire, parce qu'on peut quand même faire beaucoup de choix à travers les achats qu'on fait, l'argent qu'on place, clairement, les endroits où on va en voyage, le nombre de fois qu'on voyage. On peut quand même faire des choix. Mais il faut qu'on brasse toute cette pensée-là pour rester lucide quand même. Hey, on retourne d'un côté léger parce que non, mais je suis content qu'on ait cette discussion-là et je suis content qu'on l'ait eu de cette façon-là aussi. Je trouve ça fucking intéressant. Mais parce que, tu sais, puis à quelque part, c'est drôle parce que la génération woke, on leur tape beaucoup dessus. Puis moi, le seul reproche, c'est même pas un reproche. Ben, en fait, c'est même pas une génération parce que même dans cette génération-là, c'est pas tout le monde qui est woke. Dans la culture woke, on va appeler ça de même. Écoute, c'est beau ce qui se passe dans toute cette espèce de rétablissons certaines choses et normalisons. Je suis pas sûr de comprendre c'est quoi la culture woke. Faut que tu précises pour moi, s'il vous plaît. Parce que moi, j'ai perdu le fil de moment dans la conversation woke. C'est quoi le woke? Ben, c'est parce que là aussi, je pense que le woke est un peu aussi... a commencé par une simple expression et maintenant, le woke, t'as plusieurs degrés différents. C'est comme tu peux être vegan ou végétarien ou... Tu comprends-tu? Sais-tu qu'à l'origine, même, le woke, là, c'est une expression même qui vient des milieux... militants afro-descendants. Oui, parce que Bill Burr avait fait un gag là-dessus. C'est comme ça que je l'ai su. Mais tu sais, déjà dans les années 70, le mot woke, là, ça circulait dans les communautés. Ben non. Ben oui, c'est ça. C'est un acronyme? Non, ben c'est woke, être réveillé. Oh, OK, woke. OK. Ah, ouais, OK. Non, je sais pas s'il y avait un acronyme derrière ou de... C'est juste d'être éveillé par rapport... Ce qui est ironique, parce que je veux dire, maintenant, l'homme blanc, en fait, ça peut être... Ben, pas l'homme blanc. Ben, c'est ça que je te... Ben oui. Ben non, parce qu'il y a des femmes aussi qui sont woke, là, c'est ce que je voulais dire. Mais les jeunes blancs... on pourrait dire, la majorité dominante. Ouais. La majorité dominante, maintenant, utilise ce mot-là. On voit vraiment que tu travailles à Radio-Can. Mais non, mais c'est ça que c'est. C'est ça. Ah ouais. Puis, non, excuse-moi, je voulais pas... non, mais j'aime bien... Écoute, leur acceptation est belle à voir. Tu sais, j'en parle avec mes... J'en parle en show, c'est une génération qui voit plus la couleur de la peau, en tout cas en grande majorité, l'orientation sexuelle, etc. Je veux dire, ils kickent des portes ouvertes qui sont intéressantes. C'est juste comme un moment donné aussi, puis je reviens, c'est drôle parce que je reviens avec l'entrevue avec Patrick Sénécal, c'est que nous autres,
on avait cette même prétention-là, mais on avait aussi des gens qui étaient capables de dire « Hey, calme tes estinaires, c'est pas tout le temps comme ça. » On peut plus vraiment se permettre de faire ça. C'est pas une génération qu'on peut brasser. Non. Puis on reste tranquille parce que, tu sais, je dis... Et donc, mais il faut aussi leur passer le message que la vie n'est pas que simple. C'est pas de la musique de harpe. T'es pas dans une ride d'ascenseur avec de la petite musique douce. Pourquoi leur dire ça? Là. Ben parce qu'il faut qu'ils l'apprennent. Parce que tu peux pas juste dénoncer ce qu'il fait pas. Ouais, mais c'est parce que c'est pas un peu notre job aussi de les préparer à cette claque sur la gueule-là. Parce que j'ai l'impression que les autres s'en vont vers... Tout le monde rentre dans un mur à un moment donné. Mais donc, quand ils disent, là, ben, toi, tu essaies de les éduquer, là, puis tu leur fais des leçons, puis ils disent, ouais, mais vous autres, vous avez fait, qu'est-ce que tu as à m'apprendre? Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Fait que revenons à Musique Plus. Mais je sais pas, c'est ma fille qui me dit ça. Non, mais exact. Non, mais si tu avais dit ça à ma fille, c'est ça qu'elle t'aurait dit. C'était facile comme réponse. C'est ça qu'elle m'aurait dit. C'est sûr qu'il y a des fails. C'est sûr qu'il y a des fails, mais justement, apprends de mes fails. Quoi, tu veux les répéter, mes estis de fails? Mais ils savent les fails. Ils savent, eux autres. Ils savent où on a failé. Oui, mais juste de faire l'effort de dire, ouais, OK, ils savent, là. Au niveau de l'environnement, au niveau du capitalisme sauvage, ils savent tout ça, là. Non, mais tu sais, je veux dire, là, si on tombe dans l'extreme wokeness de pas entendre certains mots, on les connaît, les mots, mais tu sais, je veux dire, d'être offusqué partout, de s'empêcher de lire certains livres, en boycott, tu comprends-tu, de marcher sur des œufs. Nous, n'avons-nous pas été blessés, n'avons-nous pas eu des souffrances importantes par des mots, puis des phrases, puis des micro-agressions qui nous ont été dites? Mais et qu'on prenait, et qu'on banalisait, et pas juste... Fait qu'eux autres, ils disent, pourquoi on n'essaye pas, pendant une couple d'années, d'enlever vos mots qui vous ont blessés, qui font en sorte que des fois, vous avez été des mauvais pères, des mauvais mères, puis que vous êtes obligés de consulter ou d'avoir des trucs... Bon, pourquoi qu'on n'essayerait pas un petit bout de tasser ces mots-là? On va essayer nos mots. C'est ça qu'ils disent, eux. Oui, je suis entièrement d'accord, mais là, c'est parce que là, on tombe dans cette espèce de sur-généralisation pour à peine essayer de... Eh bien, c'est sûr qu'on est l'autre bord, là. Écoute, je me demande si je me dis, hey, l'autre fois, j'étais avec mes chums de gars. J'ai-tu le droit? J'exagère, tu comprends, mais je veux dire... Puis ça divise un peu. Moi, je pense que le défi de notre génération, surtout moi, c'est de pas avoir l'air du gars blanc hétéro en tabarnak. Puis je veux tisser le pont avec cette génération-là. Mm-hmm. Parce que Gen X, on était ça. On était woke avant que vous le soyez. On a commencé à gueuler. Ben puis les boomers aussi, Chris. On l'a dit tantôt. Tout à fait. Les boomers ont fait fuck you la génération. Les autres qui allaient à l'église tous les dimanches, à un moment donné, ça a pris le bord. Tu comprends-tu? T'sais, non, c'est pas vrai, je vais rester marié à quelqu'un que j'aime pas. Puis faire semblant comme mes parents qui, Chris, c'est. Tu sais, moi, mes grands-parents, c'est les premiers qui meurent, l'autre gagne. Tu comprends-tu? C'était quasiment. Enfin, ils ont quand même. Chaque génération fait ces changements-là. Et c'est drôle parce que chaque génération part aussi en guerre contre l'autre génération. C'est clair. J'ai envie de leur dire. Mais je vais te faire... écoute, c'est un peu banal, là. C'est pas si fort, c'est ténu un peu comme exemple, mais c'est... Parce que là où... La raison pour laquelle... qu'on est rendu dans la discussion, ça prend un bon exemple. Comment La raison pour laquelle je te ramène un peu avec la voix, tu sais, des millénarios, c'est... Je vais te dire un peu comment ma fille, elle me traite, moi, OK? Quel âge ta fille, là? Elle a 21. Puis là, j'ai ma fille, 21 aussi? 22. Fait qu'à un moment donné, ma fille, il y a quand même... Ça fait longtemps, elle, là, qu'elle est sûre, puis qu'elle est fière, là, tu sais, puis qu'elle s'affirme, là. À un moment donné, donc ça fait longtemps. Elle avait peut-être 12, 14 ans environ. Puis là, ben, elle est en train de remplir la vaisselle. Puis tout ça, après le souper, elle remplit la vaisselle. Puis là, ben, moi, je commente sur comment elle remplit la vaisselle. Parce que moi, j'aime mieux qu'elle remplisse la vaisselle de ma façon. Parce que moi, j'ai ma technique de remplir la vaisselle. Et c'est la bonne technique. C'est sûr que c'est la meilleure, la mienne. Puis là, elle me dit, mais on a appris par Tatris, tu m'as demandé de le remplir. Pourquoi tu me laisses pas le faire? Ben, je dis, juste parce que moi, je l'ai rempli plus souvent. Fait qu'étant donné que je l'ai rempli plus souvent, je pense que j'ai plus d'expérience. Elle me dit, parce que tu as rempli la vaisselle plus souvent, tu es certain que ta technique est meilleure que la mienne. Avec quel âge? À 14-15, man. Elle dit, mais tu tiens ça de où, ça? Je fais, oh non, ça a raison. C'est vrai que ça veut rien dire. Mais moi, d'où je viens, à mon époque, moi, quand quelqu'un, boomer, me disait, moi, qui remplit plus souvent sur la vaisselle, de facto, on pensait qu'il était meilleur. Puis c'est comme ça qu'on a basé les relations entre la génération, les plus vieux, puis nous autres. Mais ça veut rien dire. C'est un sophisme. C'est un sophisme de dire ça. Mais t'es pas si banal que ça, ton exemple. Il est pas pareil, extraordinaire. Hey man, c'est pour ça que je défends beaucoup cette génération-là, parce que force est d'admettre que nos erreurs, présentement, là où on est, présentement, sont faciles à voir, les raisons pour lesquelles on est là. Puis eux autres, ils veulent qu'on s'en sorte. Puis ils veulent se décontaminer de notre façon, nous autres aussi. Parce que nous autres, on a été contaminés très, très fort. On a bu le Kool-Aid des boomers parce qu'on n'avait pas le choix. Les autres, il y avait une forme d'autorité très, très forte. Puis cette autorité-là, eux autres, c'est ça qu'ils veulent plus avoir. Ils veulent pas qu'on ait un droit de veto sur eux. Ils veulent être
égal à égal avec nous. Mais puis des fois, ça marche. Ça marche. C'est, un patron de 20 ans, 22, 23 ans peut gérer une équipe de 100 personnes dans laquelle il y a des gens qui sont beaucoup plus matures que nous autres. C'est drôle parce que je fais un détour. Parce puis ils ont la confiance aussi. Ils ont une confiance. Parce que l'affaire, là, on a fucké peut-être bien les affaires, nous autres, comme parents, mais là où, de façon générale, je te dirais, dans les communautés là, bien nanties, je te dirais, mettons qu'on a les gens qui sont éduqués, puis tout machin, là, pas tout le monde, là, mais il y a beaucoup de parents qui ont réussi à élever leurs enfants dans la confiance. Certains ont appelé ça les enfants rois. Mais les avantages des enfants rois, c'est quoi? C'est qu'on leur a dit que tout était parfait. Hein? Les cacas, c'est les plus beaux cacas. Les dessins, même quand ils étaient laids sur le frigidaire, on le mettait pareil. Moi, quand mon dessin était laid, là, il montait pas sur le frigidaire. Pas vrai? Ben non! Moi, oui. C'est parce que mes parents sont coupables de leur divorce, c'est pour ça, qu'est-ce que tu penses? Voilà. Mais moi, dans une famille où mes parents étaient ensemble, mon dessin, il fallait qu'il soit beau pour se rendre sur le frigidaire. Parce que ça, sinon, on me le disait. Drôle. Fait que ça pour dire que c'est juste une analogie pour dire qu'on les a élevés quand même avec de la confiance. Ils ont cette confiance-là ces temps-ci. C'est la raison pour laquelle... Mais c'est une confiance forte. Forte? J'espère le voir, parce que comme tu dis, la force de leur dire qu'ils sont meilleurs dans tout, puis ça, c'est comme un moment donné aussi... En fait, c'est ça que j'allais dire depuis tantôt, c'est qu'à tout aseptiser... Puis passer l'eau de Javel, surtout, cette société-là dans laquelle on vit. Puis je reviens encore une fois, excuse-moi, j'ai l'air de vraiment... Parce que c'était tellement drôle, parce que on tape plusieurs épisodes par jour, puis Patrick, c'était tantôt, puis on disait... Puis il est tellement plus intelligent que moi. Non, attends, mais Joe, qu'elle pense, parce qu'on moi, j'ai pas confiance, fait que moi, si tu me parles de ça, moi, je doute. Là. Ben, t'as déjà fait un assez beau dessin, tabarnak, qu'est-ce que je te dis? Mais, on parlait surtout de voir deux choses. C'est d'être capable aussi de les préparer à l'échec. En fait, je vais même remonter plus loin. C'est que, on essaie de tout nettoyer, entre autres le passé, puis il faut pas faire ça, parce que le passé est une belle preuve et un bel ancrage pour montrer notre évolution, de un. Deux, je peux comprendre qu'on veut passer l'eau de Javel sur bien des affaires, puis t'as raison d'avoir le propre langage, et on n'a pas le choix de kicker on pouvait pas continuer, on a crevé un abcès. On n'a pas fait un brainstorm de dire, hey, cette année, qu'est-ce qu'on ferait comme changement de société? Il y avait du puis on a juste éclaté le bobo, c'est vraiment ce qu'on a fait, et c'était parfait. Mais en même temps, tu sais, c'est correct que des fois dans la vie, ça se passe pas comme tu veux. Puis ça se peut que ça soit pas toujours comme tu penses aussi. Puis je pense que c'est là-dessus c'est difficile pour nous de leur apporter ça à cause de toutes les nouvelles règles d'aujourd'hui. Et moi, j'ai hâte de voir ce fameux retour du balancier, s'il va revenir aussi ou pas. Ouais, ben c'est sûr que les prochaines années sont cruciales, mais il y a quand même, il y en a quand même beaucoup de jeunes des vingtenaires qui s'installent en force dans les milieux de travail ces temps-ci parce qu'ils ont une confiance, puis quand ils sont éduqués, donc tu sais, c'est quand même un pas pire bouquet, ça là. T'as confiance, donc t'as l'amour en toi là, puis tu sais que quand tu vas t'enfarger là, fondamentalement. Il y a quelqu'un qui va t'aimer quand même. Puis après ça, si tu t'éduques un petit peu, là, t'as des chances quand même de faire un bon petit bout, là. Non, puis je suis intimement d'accord. Puis moi, c'est drôle parce qu'on avait reçu Zoé Duval, puis on parlait des influenceurs, puis l'épisode a été diffusé au printemps, juin, en tout cas. Et... de toute façon, les réseaux sociaux, ça resterait les réseaux sociaux, là, tu sais, pas une vraie job, tabarnak, mais tu sais, je voyais tellement... J'avais juste envie de répondre à bien du monde, de genre, ouais, puis c'était des il y avait du fucking bonhomme, tu vois par la photo, là, comme, fait que toi, ça fait 25 ans, t'es dans une job de merde que t'haïs, puis l'heure du midi, pendant que tu manges ton sandwich au jambon, tout ce que tu fais, c'est chier sur la tête de ton calice de boss parce qu'il t'énerve, mais dès qu'il arrive, tu te calisses sa queue dans la gueule. J'ai failli écrire ça, je l'ai pas fait, mais je suis content de l'avoir dit. C'est moi, par exemple, si tu l'as pas fait. Je vais en faire un t-shirt, Max. Merci. Ouais, ça va être long, mais écrit en petit. Ouais, j'aime ça. On va le vendre avec une loupe. Bon. Nous, on va le faire à tatou. Oui. Mais... Merch officiel de deal avec. Tu sais, je veux dire, Étienne Preach, il est pas un peu mort de rire, lui. C'est un influenceur, c'est un humoriste. Mais tu comprends-tu combien d'influenceurs font énormément d'argent en contrôlant leur image, en choisissant leurs produits, en faisant des erreurs. C'est pas du bon partout, mais il n'y a pas... Tu sais, moi, c'est... Puis j'en parlais souvent aux jeunes humoristes. Les autres, la façon de débarquer sur le marché avec l'Internet... C'est extraordinaire parce qu'ils ont pris le contrôle. Ouais. Tu sais, moi, dans le temps, justement, on te signait, puis tu sais, des fois, on mettait ça, tu changes telle affaire. Oui, mais non, regarde, c'est moi qui vais mettre l'argent sur ton show. Tu sais, je pense qu'on n'a pas essayé. Combien de fois tu penses qu'on a essayé de changer Maxime Martin? Mais les jeunes, aujourd'hui, ils arrivent, ouais, moi, je fais ça. Il y a des bons conseils dans la vie, mais tu sais, quelqu'un qui veut te, entre guillemets, dénaturer. Je dis n'importe quoi, là, mais tu sais, de faire. Ouais, nous autres, on pensait que c'est comme, non, mais attends, regarde les chiffres. Quand je fais ça, ça donne ça. Et cette confiance-là dont tu penses, c'est ça qui est le fun et c'est beau à avoir. Moi, j'ai envie, ce côté-là, entrepreneur.
sont fucking matures business-wise. En musique, on le voit aussi, hein, parce qu'en musique, il y a beaucoup d'indépendants maintenant. Beaucoup. La plupart là, des nouvelles parutions discographiques maintenant sont faites de façon indé. Puis donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui commence à griffonner sa toune, qui met ses beats. Il y en a qui commencent même là, jusqu'à un bon bout là, dans le téléphone. Là. Après ça, bing, dans l'ordi. Puis dans l'ordi, des fois, là, ils se ramassent à 80-85%. Après ça, tu fais un mix, un master. Là. Mais de faire ça... Puis il y a du monde, donc... C'est des baristas, là, qui prennent l'argent, qui font, en vendant du café, qui investissent dans leur projet, des fois, pour plusieurs milliers de dollars. Ouais. Fait que ça, je trouve ça vraiment admirable de voir ça, me croire à son projet, investir. Puis c'est sûr que c'est des projets qui... c'est pas les mêmes sommes d'argent qu'à l'époque où on parlait tantôt des années 90, mais il y a plein de gens qui génèrent beaucoup de revenus quand même, là. Ouais, mais en fait, dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'à l'époque... il y avait quand même une classe moyenne de chanteurs / band. Tu veux dire quoi par ça? Ben dans le sens que t'étais pas tout, justement, tu sais, les Pearl Jam de ce monde. J'ai pas dit Nirvana, vous remarquez? C'est quand même pas pire. Non, mais tu comprends, c'était pas toutes les Metallica et compagnie. T'avais d'autres bands qui étaient capables de faire de l'argent en tournée, de vendre quelques... une coupe de... Sonic Youth est un bon exemple. Tu comprends-tu? Des bands qui vendaient peut-être 400-500 000, c'est quand même beaucoup de ventes. On s'entend, tu sais, je veux dire, mais c'était pas... platine, blablabla, ou double platine, ou whatever, tu comprends-tu? Maintenant, j'ai l'impression que tu flottes dans... Mais je pose la question, en fait. Non, il y a des... Tu exploses, non? Il y a tous les styles. Il y en a qu'on connaît pas, de nom, qui vont faire de la musique juste... faire de la musique, mettons, pour des documentaires, de la musique pour de la publicité. Puis ils essayent aussi de faire leur album pendant ce temps-là. Donc, t'as ceux-là. T'as des artistes qui font l'été juste des festivals, par exemple. Ouais. Ça, sont bons sur scène. Ils ont une proposition sur scène. Ils vendent pas d'album, vraiment. Donc, t'as tout. En fait, c'est vraiment, je dirais, le mot, là, je sais qu'il est galvaudé, mais il est assez juste pareil. Maintenant, c'est l'époque la plus démocratique pour quiconque a une proposition musicale à offrir. C'est-à-dire que si t'as quelque chose qui est pas pire, puis si tu parce qu'on est ouvert au son du monde aussi, on s'entend. Ton émission en Radio-Can, je suis pas sûr qu'on aurait pu la faire il y a 15-20 ans. Parce que l'appétit n'était pas là pour les gens. Les gens n'avaient pas cet appétit-là pour la musique. Les gens cherchaient quelque chose qui est formaté. Parce qu'on était exposé juste au steak. Aux majors. Au steak, comment tu appelles ça, non? Steak haché. Ouais. Les patates, les petits pois. Okay. C'est ça? Parce que les majors nous diffusaient, comme tu disais, avec un single par album. Puis... standardisé. Hein, esthétique nord-américaine. On répète la formule. Non, c'est ça. Parce que, puis là, ben, plus que tu donnes ça aux gens, plus que les gens veulent ça. Là, maintenant, les oreilles sont développées. Puis maintenant, on mange de n'importe quoi, là, tu sais. On mange toutes les saveurs, on les veut toutes, là. Même si on comprend pas d'où ça vient. Des fois, là, les gens, moi, ils m'écrivent, là. Les gens, ils savent pas d'où ça vient. Parce qu'en plus, maintenant, on assiste à des métissages musicaux, là. C'est-à-dire que tu peux entendre une musique, là, colombienne avant. Mettons, on écoutait juste des musiques latines, on va dire. Maintenant, c'est latine, Afrique, qui se rencontrent dans une même toune. C'est ça maintenant. Puis ça, le monde, là, moi, je sais, je fais partie de ceux-là, là, ça me donne des palpitations, là. Parce que là, j'ai l'impression, enfin, je suis stimulé, il y a quelque chose qui se passe. Tu sais, c'est pas comme la compagnie de disques qui a défini le son qu'il faut qu'il me rentre dans la gorge, tu comprends? Ouais. C'est une expression libre. Puis moi, c'est ça que j'aime. Ben, c'est sûr que moi, je viens d'un métissage aussi. Fait que, à la base, ouais, non, mais ça m'intéresse aussi beaucoup. Mais tu sais, quiconque aime voyager, aime des bouffes ethniques, aime entendre un accent, tout ça, tu sais, là, c'est vraiment, c'est l'Eldorado, là. Mais c'est parce qu'on a fait tomber énormément de frontières. C'est ça, ben, c'est ça. C'est les frontières qui sont tombées. C'est merveilleux. Puis ce qu'on disait par rapport à ce que tu disais, être un jeune qui, justement, est en contrôle aussi d'une équipe de 100 personnes, ben, c'est ça. Nous autres, on était une génération rebelle, mais limitée en même temps. Mais les autres sont sans limite de par le fait qu'ils sont capables de contrôler exactement tout ce que tu viens de dire, tu sais. Nous autres, on avait quand même besoin que quelqu'un nous signe produire un show. Maintenant, tu peux, tu sais, le mot indépendant, autant en musique qu'en humour, c'est l'affaire que j'entends le plus souvent. Ouais. Et c'est beau, puis comme tu dis, imagine d'être capable de justement, comme tu dis, de t'exprimer. C'est pas que nous autres, on faisait du copie conforme ou qu'on répétait une formule. En tout cas, moi, j'ai pas tombé dans ce moule-là, mais tu sais, je veux dire, veux pas quand même, sur l'autoroute du showbiz, à l'époque, il y avait pas 15 voix comme aujourd'hui, là. Puis c'est ça qui est merveilleux. Puis justement, je suis content que tu me parles de ça parce que ça me réconforte avec le fait que pendant longtemps, je sais que là, je me demandais c'était quoi la motivation pour des jeunes musiciens. Moi, je me dis ceux qui sont en train d'essayer ont vraiment cette passion-là. Ben, tu sais, à la base, pour en avoir rencontré beaucoup là, dans les 33 dernières années de ma carrière, à la base, pour bon nombre, c'est un besoin de s'exprimer à travers la musique. Donc, la musique, ça vit tout le temps entre eux, en eux, là.
Fait qu'il y a ça. Puis après ça, ben il y a aussi, là, maintenant, les identités des gens qui veulent exprimer beaucoup leur identité à travers la musique. Ils ont des choses à dire. Mais ça a toujours été un peu ça. Clairement. Sauf qu'avant, il fallait, d'abord, si mettons tu pensais que tu avais quelque chose à dire, donc tu te faisais un démo, mais il fallait que tu passes par une compagnie de disques qui était game d'investir. Mettons, là, mais au début des années 90, là, pour faire un album, là, mais au bas mot, là, c'était pas mal 50 000 à peu près, là. Puis il y en a qui mettaient 100, 200, au Québec. Ouais, 50, 75, 100, 125, jusqu'à 300. Mais ça me c'était quasiment le prix de faire une vidéo aussi pour certains... Les vidéos dans ces années-là, il fallait que tu mettes, mettons, 20, 25, 30, 40, 50, 60, rarement 100 000. OK, fait que là, ça veut dire que tu as une compagnie de disques qui est prête à investir quasiment là, un demi-million pour voir si ça va fonctionner. Oui, il y a des subventions, puis tout ça, mais ça veut dire quand même que... Il y a un risque. Il y a un gros risque. Ça veut dire qu'il faut que tu sois vraiment attractif, séducteur avec ton petit démo, tu sais. Fait que maintenant, cette notion-là d'être oublié... Ben, puis ce que ça veut dire aussi, c'est que, mettons, au Québec, c'est qu'il y avait 10-12 personnes qui décidaient qu'est-ce qui était pour être produit cette année-là. Parce qu'il y avait 3... C'était généreux avec 10-12, même, ça avait l'air d'être une petite mafia. C'était pas mal la petite gang, là, tu sais. Tu sais, mais, mettons, on va dire 10-12 parce qu'il y en avait 3-4, puis 3-4 se laissaient influencer par 2-3. Fait que c'est pour ça que je dis 10-12. Fait que c'est ça. Maintenant, c'est plus ça du tout. Maintenant, c'est ta proposition musicale, fais-la la meilleure possible. Puis si c'est vraiment bon, content is king. Ça va trouver son chemin. Puis maintenant, on a des artistes. Moi, je vais juste te nommer un band comme ça, Man I Trust, un band de Québec. Eux autres, ils ont de la musique ambiante, qui est le fun. Puis eux autres, là, ça a donné que les algorithmes, à ce moment-là, je sais pas trop quoi, mais leur musique joue dans des pays en Asie. Donc, les autres, ils arrivent après ça, à l'autre bout du monde, puis le monde connaisse leurs paroles. C'est arrivé aussi pour les filles de Milk and Bone. Les filles sont arrivées aux États-Unis en tournée. Ils n'étaient jamais allés avant en développement en promo. Puis, man, ils arrivent dans une salle. Quelques milliers de personnes, les gens connaissent les paroles. Fait que c'est ça que je dis, king, content is king maintenant. La musique, si elle est vraiment bonne, elle va se faufiler jusqu'aux autres. Mais le mariage est plus évident entre le public et l'artiste qu'avant, ou ce que justement, parce que je reviens à ce que tu dis, dans ces 12 décideurs-là, tu sais, tu parlais avec une bonne toune, puis certaines paroles ou whatever, c'est genre, ça pognera pas, moi je changerais telle affaire, tout ça. Maintenant, je reviens à peu près à ce fuck you do que tu peux faire. Ben oui, ça marche. Ben oui. Because numbers don't lie. Exactement. Puis comme tu dis, tu sais, je pense que l'histoire que tu viens de raconter... Tiens, bah ouais, j'ai quasiment... Mais je trouve ça le fun parce que... Je reviens à ce que je disais. Je me disais, une période où vraiment, pour faire de la musique, c'est que tu le sentais... C'était quasiment pur. Oui. Parce que, tu sais, on s'entend, autant en humour qu'en musique, il y a une période où les gens font « I want to be a rock star ». Même une tune qui s'appelle. Tu comprends ça? Tu sais, fait que ça devait être de même partout. Peu importe, mais je pense que maintenant, ta motivation, tu le sais que pour être un fucking rockstar, ça va être plus difficile. Fait que je pense que cette prétention-là, c'est peut-être évaporée un peu pour dire, moi, écoute, ça sonne bien dans ma tête, j'ai pensé à vous dire telle affaire. Voyons ce que ça va mener. Je me trompe-tu? Ben, je pense qu'il y a pas mal de ça. Mais je pense que de toute époque aussi, il y a I Wanna Be a Rockstar, mais je veux changer les choses aussi. Je participe à une révolution. Parce que quand tu regardes aussi, il y a toujours une intimité entre les révolutions qui se passent dans le monde et les nouveaux courants musicaux qui émergent. De toute histoire, ça a été de même. Là, à chaque fois que tu as une révolution, tu as un style musical qui vient avec. Fait que les artistes sont toujours souvent en avant de la parade. On a forefront des révolutions. T'sais. Mais c'est-tu moi, mais en même temps aussi, ça devient de plus en plus difficile de définir le type de musique. Ben, c'est ça, mais maintenant, c'est moins de bon dans la loi de chercher. C'est plus juste pop, rock, puis... Puis il y a plusieurs d'artistes qui vont te le dire, là. Hey, mets pas une étiquette sur mon style musical, là. De toute façon, des fois, il y en a pas non plus. On s'amuse des fois à le mettre, mais tu mets toutes des barres obliques entre ça, puis ça. C'est un mélange. Mais ce qui est une belle affaire aussi, t'as quand même aussi. Oui, moi aussi, je suis très, très, très confortable. Mais c'est une nouvelle affaire, je dirais pour moi, là. C'est dans les dernières années, là, d'abandonner les étiquettes. Pas besoin d'être ça. Pas besoin de ça. Puis, ce que ça permet de faire aussi, c'est si, mettons, t'es pour... Parce que moi, ma job, c'est quand même de parler des chansons, parler des artistes, les faire connaître. Ça me permet aussi de voir ça d'un autre prisme. C'est-à-dire de parler de la chanson, parler de l'artiste, parler des préoccupations de l'artiste aussi. Parler de ce dont l'artiste parle, tu sais. Qu'est-ce qui l'interpelle, lui. Puis souvent, ben, je pense qu'au niveau du narratif, mettons, dans un contenu radiophonique, ça peut être aussi assez intéressant. Okay? Ouais, mais c'est ce que j'aime, tu sais, de ce que tu fais, de ce que... C'est ça, c'est toute la... Tu sais, c'est pas juste présenter une tune, c'est présenter l'artiste. Ouais, puis dans son histoire. Puis
puis de faire une petite histoire autour. Mais c'est parce que souvent, ça rajoute à la toune. Ben oui, c'est ça, exactement. Puis là, si je regarde, c'est sûr que moi, présentement, comme animateur de radio musicale, ben c'est sûr que ma job, c'est de raconter des grosses histoires. Parce que sinon, des playlists, là, il y en a, là, parce que ma compétition, c'est ça. Ma compétition, c'est Spotify puis iTunes, là. Ouais, sauf que quand je goûte Spotify, ils me racontent pas l'histoire derrière. C'est ça. Mais c'est sûr qu'à partir du moment où j'ouvre le micro, l'histoire, il faut qu'elle soit forte dans ta barouette. Parce qu'avant, quand il n'y avait pas toute cette compétition-là à la radio, on s'entend, tu vas dire à peu près n'importe quoi, puis c'était pas grave, là, OK, la gang? OK. Je suis en train de m'imiter, je le prends personnel de c'était pas bien grave. Je sais, je l'ai fait. Je l'ai fait dans les années 90, OK? J'ai gardé le feeling avec les amis de CKMF. C'était pas grave, OK? Parce qu'après la pause, moi, te dire ce qui va se passer. C'est ce qu'on faisait. Exact. Man. OK, avant qu'on parte, juste une dernière anecdote de Musique Plus, come on. Oh shit. Est-ce que, il faut que je la pose parce qu'on en a pas parlé tout à l'heure. Est-ce que Much Music vous regardait de haut? Non. Je vais te dire pourquoi Musique Plus ne nous regardait pas de haut. Parce que nous, on a appris à travailler au pic et appel. Pourquoi? Wow. Ben, je te dirais juste parce qu'on est Québécois. Puis les Québécois, dans tous les métiers, quand on est bon, on est excellent. C'est vrai. Mais dans tous les corps de métier, là, on peut briller si on veut. Parce que vu qu'on est petit, même pas petit Québécois, là, mais non, mais c'est une petite nation, une petite communauté. Petite population. Nous autres, il faut vivre fort. Fait que nous autres, on travaille fort. Donc, à Musique Plus, quand on partait en reportage, nous, on partait l'animateur, le VJ, puis le caméraman. Ouais. Ça, là, avant, là, ça se voyait Music, nulle part. L'équipe était plus grosse? 3, 4, 5. Much Music avait de l'argent. 3, 4, 5, là. Ben, c'est ça, nous autres, on a moins d'argent aussi, tu sais. Ça. Fait que nous autres, là-bas, c'est nous autres, il a dit... Parce qu'on n'avait rien envie à Much Music. Puis en plus... On faisait le même contenu qu'eux autres, mais on travaillait plus fort, ça, c'est sûr. Eux autres, ils arrivaient avec les maquilleurs, tout ça, le styliste, tout, le réalisateur sur le terrain, puis tout. Ça avait l'air, les gars. Quand on a fait, là, Quand on a fait... Ouais, check bien ça. Quand on a fait le Woodstock 94. Ouais. OK? Quand on a fait le Woodstock 94, nous, l'équipe de Musique Plus, Montréal, on était 11. Puis l'équipe de Much Music était 90. Tu me fucking quoi? Mais les autres, on diffusait pendant 3 jours. Fait que les autres, c'était fait des quarts de travail, parce que les autres, ils travaillent pas 18 heures par jour, puis tout ça, tu sais, ça fait des quarts de travail, tu sais. Puis, dans le 3 jours, je pense qu'il y en avait avec des gens. Non, mais j'essaie de me voir qu'est-ce qui se peut insérer comme staff à 90 personnes. T'sais, une fois que t'es l'animateur, le caméraman, le gars du son, le réalisateur, le maquilleur. Il y a plus de caméras pour partir sur le terrain, pour revenir avec la cassette à la régie, puis tout ça. Il y avait tout. Nous autres, c'est ça, nous autres, au pic par appel, man. Fait que ça, mais la fierté, c'est que quand on regardait le produit final sur les 2 chaînes... On faisait la même chose. C'est ce que j'allais dire. C'était pareil. On faisait la même qualité. On faisait pas la même affaire que MTV. MTV, c'était autre chose. Il y avait des cranks, tout ça, des shots d'hélicoptère, tout ça. Donc nous autres, on n'avait pas ça. C'était différent. Mais on était capable de faire la même chose. Fait que la raison pour laquelle Much Music ne nous regardait pas de haut, c'est qu'il apprenait de nous. Il était impressionné de nous voir. Puis en plus, tu sais, il y a aussi l'affaire quand t'es Québécois. Puis tu travailles parce qu'on travaillait souvent à l'international ensemble quand on allait faire des entrevues. Puis souvent, on voyageait à Much Music puis Musique Plus. Puis tu sais, nous autres, il y a ça, cette affaire-là au Québec. On parle français, anglais, on switch back and forth. On fait rire le monde en français, en anglais. Les autres sont pas capables de faire ça. On est les kings. C'est vrai que c'est ça qu'on est, pareil. On travaille bien parce qu'on est forcé. On est obligé de travailler plus fort, là. Tu sais, je veux dire, c'est comme ça, là. On travaille plus fort. Puis donc, on est plus fort, on est plus forte. Fait que les autres, ils aimaient ça, là, tu sais. Quand on allait, mettons, en France, on allait en France, là, avec le monde de Much Music. Hey, voulais-tu être chum avec nous autres, tu penses? Ben voyons. Ben ouais. Moi, là, Max, je veux qu'on invite George Stroumboulopoulos pour qu'il puisse dire son point de vue. George Stroumboulopoulos, il est bien gentil, je l'aime bien. Oui, il était écœurant. Même back then, à l'époque, c'est une diva, là. Ben, absolument. C'est une rockstar. C'est une rockstar. Puis, hey, je vais te dire, tu voulais une anecdote. OK, je vais te combiner George avec une anecdote de Musique Plus. OK. Check bien ça. Fait que je dis, moi, que nous autres, on travaillait au pic par appel, puis tout. Là. Ouais. On roule des fils après, là. On faisait ça, là. Nous autres, on transportait le trépied. C'est mon chum, il est caméraman. Lui, il a 3 sacs. Moi, comme animateur, j'ai un sac, mais c'est mon chum. Je vais prendre ses sacs. Ils disent, on fait ça au Québec. Mais c'est pas tout le monde qui fait ça ailleurs dans le monde, là. T'es animateur, man. Tu ne pas les sacs de la boîte, là. Fait que, bon, nous autres, on est guéris comme ça. Fait que, pour te dire que si nous autres, on fait à peu près tout, un jour... Johnny Hallyday arrive à Musique Plus, puis tu sais, souvent, après les entrevues, on demandait aux artistes de faire des ID, là, tu sais. Hi, I'm John Bon Jovi, salut, c'est les choses, vous écoutez Musique Plus, Câble 20. C'est très bon. Câble 20.
It was really, really good, but would you mind doing it another time, please? C'est parfait, mais fais-moi encore, là. Parce que câble vert, on comprenait pas, en couleur, parce qu'en plus, dans les tags, c'était Musique Plus, câble vert en couleur, 24 heures sur 24. En couleur? On disait ça en couleur. Ça avait des taglines. On avait ça encore tant de noir et blanc que ça, qu'il fallait comme se différencier de... 40 ans que la TV était en couleur, je sais pas pourquoi, en tout cas. Yeah. Anyway, fait que là, je demande à Johnny, fait que là, le réalisateur, il me demande, il dit, le même qui m'avait dit de demander à Slash d'arrêter de boire, là. Fait qu'il me demande, bon... La petite bébête nerveuse, là? Ouais. Là, tu vas demander à Johnny de faire les ID. Bon, bonjour, vous écoutez Musique Plus, ici Johnny Hallyday. Il me demande ça, fait que là, j'arrive, je demande ça. Sa gérante, elle arrive, je pense que c'est Coco Lombard. Coco Lombard, elle arrive en courant, avec ses talons, aussi, c'est lunettes fumées, puis ça dit, oh pardon. Non. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, Johnny ne passe pas le balai, hein? Johnny ne passe pas le balai. Johnny ne passe pas le balai. Ça veut dire, hey, on a fait ton entrevue, là. Ouais. Lui, c'est le king. Ouais. Voir s'il va te faire des... Vous écoutez Musique Plus. Fais pas ça, lui. Oh, il ressemble. Wow. Oh, pardon, désolé d'avoir demandé à Johnny de passer le balai. Qu'est-ce que c'est? Ouais, mais tu sais, si on parle d'un endroit où il y a une hiérarchie, c'est en Europe. En France. Quand j'étais là cette semaine, quelqu'un me racontait... pendant un tournage de film, et il y avait un Québécois, j'oublie le nom, Chris, en tout cas, peu importe, quelqu'un d'ici de connu, puis qui parlait au technicien. Puis le technicien a fait tu me parles-tu parce que t'es Québécois puis t'es à l'extérieur, ou il comprenait pas, puis je me dis, de quoi tu parles, on genre, t'es là, t'es à côté de moi, j'attends ma prochaine prise, ils sont en train de faire un reset d'éclairage, on en a pas. Puis même moi, je me suis à un moment donné, ma première fois que j'ai joué en France, j'étais hyper nerveux, évidemment, là, puis je jouais après Franck Dubosc dans le même théâtre. C'était comme surréaliste. Puis le technicien était venu me voir, m'avait dit « Hey, stand-by 30 minutes. Mais pas, en tout cas, pas stand-by, mais en tout cas. J'ai dit « Hey, je suis nerveux, viens prendre un verre de vin avec moi. » Puis là, il fait « Dans ta loge? » Il me racontait, puis le gars, il avait déjà 50 ans. C'est la première fois que je rentre dans une loge. Je fais comme... Mais c'est encore comme ça aussi. Hein. Moi, des fois, je vais à Paris, là, sur TV5, je fais une émission, là, des fois. Puis, je pensais que l'histoire allait finir par rester Johnny qui a fait Hey, la grande coco, calme tes nerfs, on va faire le... Ah, Johnny passe pas le balai, hein? Oh, wow! Johnny passe pas le balai. Oh non, Johnny passe pas le balai. Puis lui, sa réaction, c'était quoi? Il était bien content qu'elle le protège, puis il s'est levé, puis bye, merci. Ouais. Mais c'est ce que je trouve le fun, man, on jase depuis tantôt, puis Chris, man, il y avait tellement d'affaires quand les notes qu'on s'était envoyées, des choses qu'on voulait jaser, on voulait parler de sport, puis de la TV, puis tout. Mais man, non, c'est clair qu'on va se revoir là-dessus, mais je sens encore... Je revois devant moi le gars qui était aussi pétillant quand il a commencé à Musique Plus. Ouais, je suis chanceux. Je suis vraiment chanceux, man. Je suis même plus allumé. J'aime encore plus mon métier maintenant à 53 ans que je l'aimais quand j'avais 20, 30 ans, 40 ans. Je l'aime plus parce que je le maîtrise plus maintenant. La longévité est une belle victoire dans ce métier-là aussi. Puis je le connais plus, mon métier. Fait qu'à cause de ça, maintenant, puis on a beaucoup d'impact ces temps-ci. Donc, je suis vraiment, vraiment, vraiment content. Vraiment content. Beaucoup, beaucoup de privilèges. Quand je donne des conférences dans les écoles aux kids, là, je leur dis, tu fais quoi, toi? Moi, je suis en communication, puis je suis à Radio-Canada depuis 15 ans maintenant, mais j'ai pas encore travaillé une journée. Quoi? Comment ça, tu travailles pas? Pas une journée encore. Puis là, je close mon punchline, je finis, puis je dis, tu sais quoi? À chaque 2 semaines, là, ils déposent dans mon compte de banque, là, des bâtons, toi. Puis je travaille pas. Hey, merci d'avoir fait ça, man. C'est merveilleux. Faut qu'on reprenne ça parce qu'il y a encore d'autres sujets. Oh, man.